On a le quart d'heure vaudois. Hein? L'association CED Réflexion fait un cycle sur l'esprit vaudois, donc on a le quart d'heure vaudois. Mais c'est aussi pour accueillir tout le monde, parce que la salle est pleine. C'est un succès considérable. Alors, première chose, je vous souhaite une très cordiale bienvenue au Centre culturel des terreaux pour une conférence organisée par l'association Cèdre Réflexion. Cèdre Réflexion est une association dont le but est de faire dialoguer science et spiritualité. Et cette saison, nous vivons actuellement un cycle sur la conscience et la conscience modifiée. Certains d'entre vous sont venus à la soirée sur les psychédéliques, certains sur les rêves. Ce soir, nous aurons la médiumnité. En avril, nous aurons l'hypnose. Et en mai, le chamanisme. Chaque fois avec des orateurs de premier plan qui posent des questions fondamentales. Je vais vous présenter rapidement Brigitte, mais auparavant, j'aimerais faire une remarque préliminaire. Dans le fond, pourquoi est-ce que Cèdre Réflexion a choisi de s'occuper du thème de la conscience et de la conscience modifiée? Parce que, pour le XXIe siècle, je crois que le chantier scientifique de la conscience pose des problèmes très intéressants, voire révolutionnaires. Parce que, comme Brigitte Favre va nous le dire, résoudre les problèmes de conscience modifiée avec la bonne vieille physique de Newton, ça va être compliqué. Il va falloir peut-être une nouvelle physique, une nouvelle neuroscience, changer de paradigme et se demander, par exemple, si c'est bien vrai que l'esprit est dans le cerveau, et ceci n'est pas plutôt le cerveau qui est dans l'esprit. C'est avec des questions comme ça que vous allez avoir les yeux qui brillent pendant la conférence de Brigitte, que vous pourrez lui poser des questions. Le timing, c'est qu'elle va nous parler une petite heure. On fera un petit dialogue sur 2-3 points de clarification que je lui poserai. Et puis, il y aura pratiquement 3 quarts d'heure pour la salle pour poser des questions à Brigitte et interagir avec elle. OK? OK. Alors, Brigitte Favre, psychothérapeute, psychologue, psychothérapeute FSP, médium, diplômée. Elle va nous raconter ça beaucoup mieux que moi. Moi, je ne connais pas bien. Mais elle a ce double statut et elle a écrit un livre qui est en vente à la caisse pour 20 balles. Elle vous le dédicace après la conférence si vous l'achetez. Et moi, je l'ai lu. Il est vraiment super intéressant. Il ouvre beaucoup de portes. Il pose beaucoup de questions. Et maintenant, on va entendre l'auteur en conférencière. Brigitte, à toi la parole et merci beaucoup d'être venue, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Jacques Besson. Merci et merci aussi d'être là aussi nombreux, hein, ça me touche vraiment. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la psychothérapie et de la médiumnité, mais plus particulièrement de l'aspect thérapeutique de la communication avec les défunts. Et si je suis habilitée à vous parler de ça, c'est comme l'a dit Jacques, hein, je suis médium, c'est-à-dire que je suis médium professionnel depuis 2016. Je suis installée à Vernier où j'offre des consultations privées à des gens qui décident et qui aiment parler avec leurs défunts. Et je fais aussi des démonstrations publiques de médiumnité, c'est-à-dire devant un auditoire. Généralement, je le fais pas seule. Je crois qu'il y a une personne dans la salle qui le fait avec moi. Nadia, si tu es là, je t'ai pas encore vu arriver. Et autrement, j'ai été diplômée par la SNU. La SNU, c'est la Spiritualist National Union, et c'est un organisme anglais qui forme et certifie les médiums de par le monde. Et à côté de ça, je dirais, avant ça, je suis psychothérapeute et psychologue-psychothérapeute. Si on regarde mon parcours, j'ai vraiment une approche qui est très terre-à-terre. Je suis cognitivo-comportementaliste, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à comment les gens voient le monde, comment ils se comportent et les liens entre les deux. Mais durant ma formation, je me suis aussi formée en traumatologie, hein, parce que j'avais beaucoup de gens traumatisés qui venaient, je savais pas trop comment les aider, donc j'ai fait toutes ces formations de traumatologue, hein, et j'ai
des gens qui très régulièrement viennent me consulter parce qu'ils souffrent de trauma du deuil. C'est comme si le processus s'arrêtait et les gens, ils n'arrivaient pas à avancer. Donc je les aide aussi pour ça. D'ailleurs, la fin de vie, la mort, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée déjà depuis longtemps, mais au début de ma carrière, j'ai travaillé dans une équipe de soins palliatifs vaudoise où je soutenais les équipes de première ligne, les soignants, qui, eux, avaient affaire à des gens qui étaient en fin de vie. Et nous, on parlait beaucoup, qu'est-ce qu'une bonne mort, qu'est-ce qui se passe après. Donc j'entendais plein d'histoires dans ce métier-là. Et ce soir, les incidences avant ça, finalement d'être psychologue, psychothérapeute et médium, les incidences, c'est que j'ai écrit un ouvrage parce que j'en avais marre des gens qui me posaient la question, me disant mais médium, psychologue, ça va pas tellement ensemble, c'est quoi le lien? Alors j'ai fait un livre sur le sujet, donc pour dire tout ça, mais aussi beaucoup par partage, parce que c'est vrai que moi, la médiumnité, c'était avec moi depuis très longtemps. Je parlais d'ailleurs à mon grand-père quand j'avais 8 ans, mais j'avais pas mis ça sous le sceau de médium. Et je me suis dit que ça devait pas être que mon cas unique, que ça devait sans doute être pour pas mal de gens comme ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Et ce livre, je l'ai aussi écrit pour mes collègues psychologues, psychothérapeutes et psychiatres, parce que ce que je voyais dans ma consultation quand j'ai affaire à des gens, quand en deuil, ce que je remarquais, ce qui se passait, j'avais l'impression que j'étais pas seule et unique à qui ça arrivait, d'avoir l'impression que les défunts étaient là ou des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai écrit mon livre, j'avais une peur. C'est celle d'être critiquée par mes pairs, parce que c'est vrai que c'était un sacré pas public. Et en fait, vous serez peut-être étonnés, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. J'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils étaient contents parce que ça mettait un mot sur eux, ce qu'ils rencontraient dans leur consultation. Et j'ai aussi été étonnée d'avoir certains collègues, je m'attendais tellement pas à ce qu'ils me disent moi aussi ça m'arrive. Et puis j'ai eu cette surprise-là et j'ai été très touchée. Donc ce livre, je l'ai écrit par partage et vraiment j'aime bien les conférences comme celle de ce soir parce que ça me donne vraiment l'occasion de partager mon expérience, mon savoir avec vous. Et les thèmes de la conférence de ce soir, on va d'abord parler de communication spontanée, c'est-à-dire la communication que tout chacun peut avoir avec des défunts. Ensuite, on abordera le thème de la médiumnité de contact, c'est le mot c'est l'appellation de la communication avec les défunts. Et puis, je vais vous parler d'une technique en psychothérapie qui permet d'induire la communication avec les défunts, mais pas pour le psychothérapeute, pour le patient. Et finalement, on va parler des implications. Ça vous va comme programme? Merci. Alors, si on parle de communication spontanée, moi, je vais vous expliquer un peu la communication spontanée qui m'est arrivée plus tard. Je vous ai dit que je suis psychologue, psychothérapeute et médium, mais avant ça, j'ai eu une autre vie. J'ai travaillé dans l'administratif et j'ai travaillé dans la finance, dans l'immobilier. Qu'est-ce que je fais? L'import-export aussi. Et quand j'ai repris mes études de psychologue, parce que d'abord c'est psychologue et ensuite on se forme en psychothérapie, je prenais beaucoup de notes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon, merci beaucoup. Merci de me le dire, madame, excusez-moi. Vous m'entendez là? Oui, tout à fait. Je crois. On m'a dit qu'il faut le coller sous le menton. Alors, c'est ce que je vais faire. Très bien. Alors, donc, quand j'ai commencé à mes études universitaires en psychologie, en fait, c'est pas la seule chose unique qui m'est arrivée à ce moment-là. Je prenais beaucoup de notes. J'étais très studieuse. Comme je vous ai dit, j'ai recommencé mes études après 30 ans. Je l'ai pris très au sérieux. Et j'annotais plein de choses et tout. Et à un moment, je me souviens que j'étais dans ma chambre et j'avais mon stylo dans ma main droite et j'ai passé mon stylo dans la main gauche. Et puis le stylo a commencé un petit peu à griffonner sur la feuille. Et je me suis dit, tiens, ça a commencé à écrire des mots, des phrases. Et il y avait des phrases comme « Bonjour, je m'appelle Bruno, je suis décédé, dites à ma femme Virginie que je vais bien. »
Oui, je comprends, hein, j'étais complètement interdite comme vous. Et puis j'avais aussi d'autres phrases un peu avec quelque chose d'amour inconditionnel, pour des messages pour l'humanité qui s'écrivaient. Puis alors vraiment ça me disait rien. Et puis comme si je savais pas quoi faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué. Je me suis dit que peut-être ça me mènerait à quelque chose et je comprendrais ce qui est en train de se passer. Et un jour, le stylo sur la feuille a écrit « Salut, c'est Johnny ». Oui, ça vous fait rire, mais effectivement, c'était pas Johnny Hallyday, hein. Il n'était pas encore mort. Mais c'était surtout Johnny, mon petit copain que j'avais quand j'avais 18 ans. Et Johnny, c'est assez dramatique, hein. On sortait plus ensemble à ce moment-là, mais à 19 ans, il est décédé devant ses parents. Il a eu un espèce de truc foudroyant, il est mort, hein. C'est affreux. Et ce jour-là, le mot sur la feuille, salut, c'est Johnny. Et en même temps, ce qui est assez particulier, c'est que j'ai senti comme une présence, et comme la présence familière de Johnny. Et en même temps, c'est comme si j'entendais, et dans ma tête, ou dans mon oreille, je sais pas, j'entendais « appelle ma mère ». Alors là, on était 15 ans plus tard. Je me suis dit, bon, j'ai regardé dans le bottin, parce qu'il n'y avait pas encore tous ces portables, et puis je me suis dit, si je trouve son numéro, je l'appelle. Donc, si ça s'est passé, j'ouvre, je trouve le numéro, en plus j'appelle, elle me reconnaît tout de suite, elle répond tout de suite, elle me reconnaît tout de suite, et puis elle me dit, pourquoi tu m'appelles? Et là, j'ai trouvé une excuse, je lui ai dit, mais j'ai encore des photos de votre fils, et puis elle me dit, passe. Alors j'ai sauté dans ma voiture, j'ai trouvé quelques photos d'abord, j'ai sauté dans ma voiture et je suis arrivée face à cette dame qui m'a reçue dans sa cuisine et elle m'a dit à nouveau, mais pourquoi t'es venue? Et là, en regardant ses yeux bleus, aussi bleus que les yeux de son fils, j'ai pas pu mentir. Je lui ai dit, c'est votre fils qui m'a demandé de venir. Et puis il y a eu des larmes dans ses yeux, elle m'a dit, mais tu lui parles? Et je lui ai dit, écoutez, je sais pas, je sais qu'il m'a demandé de venir. Et elle m'a demandé si j'avais déjà vu sa tombe. Alors je l'avais jamais vue, j'avais jamais eu le courage. Et on n'a pas dû aller bien loin. En fait, il y avait la maison, il y avait la route, il y avait le cimetière. Et on a traversé donc la route, on a été au cimetière, et je suis arrivée sur une tombe blanche en marbre de Carrare, et qui était incroyablement bien. On voyait qu'elle en prenait soin. Et en arrivant, je savais ce que voulait lui dire Johnny. Et j'ai demandé à cette maman, je lui ai dit, elle est où votre fille? Elle m'a dit, elle est en Italie. J'ai dit, vous avez des petits-enfants, n'est-ce pas? Et elle me dit, oui, 2. Je dis, Johnny me fait dire que vous n'avez rien à faire ici, à prendre soin de sa tombe. Il faut que vous soyez en Italie avec votre fille et vos petits-enfants. Voilà. Après ça, je me souviens même pas ce qui s'est passé. Je sais que je suis rentrée. Et dans la voiture, en rentrant, je me suis dit, mais Brigitte, t'es complètement folle. T'es en train d'ouvrir la blessure d'une mère. Qu'est-ce que tu te permets? Et puis, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté l'écriture automatique. Maintenant, je connais le mot. C'est ce que je faisais. Et je me suis complètement concentrée sur mes études de psychologue, psychothérapeute. Et ensuite, jusqu'à plus tard, où je me suis formée en médiumnité. Et puis, je me suis installée comme médium professionnel. Mais vous comprenez que cette communication spontanée, elle vous tombe dessus. Et c'est vraiment ce qui se passe, en fait. D'ailleurs, je suis à peu près sûre que dans l'auditoire d'aujourd'hui, hormis les médiums qui m'ont fait l'amitié de venir, il y a des gens qui aussi ont eu une communication spontanée avec un défunt. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que les chiffres, c'est 1 personne sur 2. 1 personne sur 2. 1 personne sur 2 qui peut voir un défunt, comme une apparition, ou bien sentir plutôt une présence familière, comme quelqu'un qui lui touche l'épaule, peut entendre la voix de quelqu'un, une voix familière qui est là. Et vraiment, ces chiffres, c'est impressionnant. Et moi, quand j'ai écrit mon livre, les chiffres, ils étaient de 1 personne sur 4. Je m'étais basée sur les chiffres de Evelyne Elsesser, qui est experte autour des questions de la mort à l'INRES. L'INRES, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'Institut français de recherche sur les expériences extraordinaires. Stéphane Alix, vous connaissez peut-être le nom, qui est journaliste, écrivain, c'est un des cofondateurs de l'INRES. Et ils ont une revue qui s'appelle Inexploré. Et Evelyne Elsesser, justement, elle avait sorti un livre qui s'appelle « Quand les défunts viennent à nous ».
Et elle avait justement fait répertorier ces contacts spontanés. Et on sait maintenant effectivement que c'est assez fréquent. Et d'ailleurs, c'est plus fréquent quand vous venez de perdre quelqu'un. Comme moi, je vous ai dit, à 8 ans, j'ai parlé avec mon grand-père, mais parce que je venais de le perdre. Et ma douleur était telle, et que c'est ça qui a aussi élicité cette communication. Mais à 8 ans, j'avais pas du tout compris ce que c'était. Donc, la communication spontanée existe et elle est fréquente. Et d'ailleurs, il y a une autre genre de communication qui arrive assez fréquemment, c'est quand on est sur son lit de mort. Alors, les chiffres, je les ai pris du livre de Piero Calvi Parisetti, qui est un médecin qui s'est intéressé au paranormal un peu plus tard, et il a écrit ce livre, et lui donne les chiffres de la majorité des défunts conscients au moment de leur mort, parce que c'est évidemment pas la majorité des défunts qui sont encore en pleine conscience, voient ou un contact, ou ils voient pas forcément, mais en tout cas il y a un contact avec les défunts. Et on pourrait se dire, évidemment, que c'est un vœu pieux, que si vous êtes en fin de vie, de vous dire que votre mère ou votre grand-mère ou votre mari vous attend et qu'il y a quelqu'un qui est là, ça vous rassure. Donc on pourrait se dire que les gens en fin de vie, voilà, c'est comme ça, ils hallucinent. Et en fait, ce qui nous fait dire que c'est vraiment des contacts avec les défunts, c'est quand les mourants voient quelqu'un qui ne savait pas décéder. Je m'explique. Imaginez-vous que vous avez votre père qui est en train de décéder, qui se bat contre la mort à l'hôpital, et puis c'est déjà difficile pour lui. Vous n'allez pas lui dire que sa petite sœur chérie est décédée d'un infarctus, parce que vous n'avez pas envie de rajouter la souffrance. Donc il arrive que des défunts, en fin de vie, ne sachent pas qu'ils ont perdu des proches. Et dans ce cas-là, c'est souvent l'entourage ou les soignants qui voient comme des mains qui se tendent, comme un visage qui s'éclaire, un nom qui est dit, et qui corroborent en fait le fait que la personne en fin de vie ne savait pas le décès. Donc ça nous fait vraiment penser que c'est de la médiumnité. En tout cas, une vraie communication avec un défunt. Et puis, la médiumnité de contact, c'est comme on fait, nous, médiums, je dirais que c'est un peu ce qu'on fait déjà spontanément quand on communique avec les défunts. Vous pouvez peut-être vous demander comment ça fonctionne. Je vais vous l'expliquer. Alors, les médiums, ce qu'ils font pour communiquer avec les défunts, ils modulent leur énergie. En fait, ils la montent. Parce que les défunts, dans le modèle de la médiumnité, c'est comme ça qu'on l'explique, les défunts seraient sur un taux vibratoire beaucoup plus rapide que le nôtre. Et les médiums montent leur énergie, et les défunts qui veulent communiquer baissent la leur, et du coup c'est dans cet endroit, un peu entre leur vibration et la nôtre, qu'on communique. Et les médiums, c'est des gens qui ont appris en fait à traduire leur sens intérieur, parce que comme je vous l'ai expliqué avec la médiumnité de contact, des fois on voit, donc on voit un défunt, on peut décrire ce défunt, ou des fois on entend. On peut entendre une voix féminine, masculine, ou un nom, ou une phrase. Ou bien on peut avoir le sentiment de quelqu'un qui est grand, petit, ou savoir un petit peu ce qui se passait dans sa vie. Il souffrait de quelque chose ou pas, sa corpulence. Tout ça, c'est des informations qu'on peut avoir par ressenti. On peut aussi avoir des informations, comme je vous ai dit, quand j'étais sur la tombe de Johnny, je savais. Et ça s'appelle le clair savoir. Donc ces informations, vous les avez en direct et vous savez que c'est comme ça. Ce qui veut dire, ça passe pas tellement par des sens intérieurs. Et aussi, vous pouvez des fois sentir une odeur, par exemple une odeur de parfum ou une odeur de nourriture qui donne des informations sur un défunt. Donc les médiums, c'est des gens qui ont appris à traduire leur sens intérieur pour faire que ce soit l'histoire de quelqu'un, pour que la personne qui vienne les consulter reconnaissent leur défunt, parce que la médiumnité, ça veut rien dire. Si vous allez voir un médium, il ne peut pas vous donner des informations sur le défunt. Je veux dire, ça veut rien dire du tout. Il doit d'abord pouvoir faire que vous reconnaissiez ce défunt et ensuite donner les messages.
Et puis, ça peut peut-être vous étonner, mais ce sont les défunts qui choisissent de venir. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des séances, je dis aux gens, bon, d'abord, je veux pas savoir à l'avance qui ils ont décédé, sinon ça fait pas sens. Mais je sais des fois qu'il y a des gens qui veulent vraiment parler à quelqu'un en particulier. Alors, ce que je leur dis, c'est, écoutez, invitez-le avant la séance, demandez-lui d'être là. Hein. Et puis moi, quand j'ai quelqu'un qui vient, ben évidemment, j'invite les défunts et je demande qui est là pour cette personne. Et puis je dis, ben si cette personne a demandé quelqu'un, j'aimerais bien que cette personne vienne, mais on peut que les inviter. Et c'est assez mystérieux de savoir pourquoi un défunt vient ou vient pas. Et d'ailleurs, moi, je dis aux gens, et j'en suis persuadée, que si quelqu'un vient pas, c'est pas un manque d'amour. Vraiment, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et peut-être que c'est aussi une question d'affinité avec le médium. Je m'explique. Quand j'étais en Angleterre, je me formais en médiumnité, je faisais pas mal de démonstrations publiques, aussi avec mes collègues, quand on se formait à l'interne. Et puis à un moment, je faisais une démonstration et j'ai eu un défunt qui était là, et c'était un prisonnier. Je savais, je voyais l'habit de prisonnier. Il me racontait qu'il était de son vivant. Il avait été extrêmement fâché d'ailleurs d'être arrêté parce qu'il allait faire un gros coup. Donc manque de peau, il a été cueilli à ce moment-là, et il était mais vraiment fâché. Et d'ailleurs, quand il me parlait des gens qu'il avait volé, parce que c'est ce qu'il faisait, c'était un voleur, il disait que il le méritait, que c'était juste des abrutis, ils n'avaient pas un système de sécurité suffisant. Voilà, il avait ce genre de mentalité-là. Et puis, comme il n'était pas très sympathique, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient le voir. Il avait bien une sœur qui venait le voir de temps en temps, mais elle habitait dans de l'autre côté de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est grand. Elle venait pas souvent le voir. Et ce monsieur était venu là pour remercier une dame de l'assistance qui, quand avant, elle travaillait comme assistante sociale. Elle était venue le voir comme assistante sociale. Et il était venu pour la remercier. Et à la fin de ma présentation, j'ai parlé avec cette dame et elle me connaissait, elle savait que j'étais psychothérapeute aussi, et elle m'a dit mais c'est pas extraordinaire que ce monsieur, il est venu te parler à toi parce qu'il était sociopathe. Et c'est vrai que la sociopathie, on la connaît un petit peu quand on est psychothérapeute, mais on a rarement l'occasion de la vivre de l'intérieur. Et ce monsieur est venu et j'étais d'un côté touchée parce que il montrait complètement aussi la différence entre de mon vivant et dans l'au-delà. De son vivant, c'était pas vraiment pas quelqu'un de sympa, on est d'accord. Et il me montrait fâché, des choses comme ça, mais dans l'au-delà, il avait beaucoup de gratitude et aussi quelques remords. Donc il voyait ces différences-là. Et des fois, c'est aussi ces différences que je peux pointer quand les gens me disent « Ah vous savez, chez moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses pas sympas, ici et ça. » Et moi, je dis « confondez peut-être pas entre des informations que les gens vous passent de leur vivant et puis les informations que maintenant dans l'au-delà. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour vous dire que, vous voyez, peut-être, c'est aussi des affinités. Peut-être que les défunts viennent parler à des personnes qui sont les plus à même à les comprendre. Comme un peu, ici, dans une assemblée, on va plutôt aller vers une personne ou plutôt qu'une autre. Enfin, c'est une hypothèse, mais je la partage avec vous ce soir. Et les motifs de la consultation. Pourquoi les gens viennent, les défunts, viennent communiquer? Alors souvent, ils viennent pour montrer qu'ils s'intéressent encore à nous. D'ailleurs, j'ai une jeune femme qui est venue me consulter plusieurs fois. Cette jeune femme avait perdu sa maman. Et cette maman, elle montrait, mais d'une manière incroyable, qu'elle voyait tout ce qui se passait dans la vie de sa fille. Elle savait qu'elle avait aménagé, qu'elle avait un nouveau chéri, qu'elle s'était acheté un petit chien, un carlin. Elle savait que ce carlin faisait des loopings. Alors elle donnait des conseils à sa fille sur la déco, avec le copain, comment couper les ongles du chien. Et vraiment, moi j'étais là, je me dis mais c'est pas vrai, elle dit ça, ok, je le disais. Mais en fait, ça faisait tellement de bien à cette jeune femme. Vous voyez, elle avait perdu sa mère dans la vingtaine, et puis elle était là, puis elle se disait mais elle voit plus ce qui se passe. Et là, sa mère prenait tellement d'énergie pour lui montrer, je fais toujours partie de ta vie.
Et aussi, des fois, les défunts, ils viennent pour expliquer certaines choses de leur vie que peut-être ils n'ont pas su ou pu expliquer de leur vivant. Ils viennent informer, par exemple, où peut être un testament ou sur aussi des choses assez pratiques. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, ils viennent remercier. Ce qu'on fait compte. Et les défunts nous le prouvent vraiment. Quand on a accompagné quelqu'un, quand on était là pour l'aider en fin de vie ou l'aider dans sa vie, quand on était à ses côtés, les défunts n'ont pas suffisamment de mots pour remercier. Et des fois, ils viennent aussi s'excuser parce que c'est vrai que, on fait pas toujours juste dans la vie et les défunts souvent viennent s'excuser. Et d'ailleurs, en tant que médium, ce qui est des fois un peu compliqué, c'est que des fois, ils viennent s'excuser, mais pas toujours. Et des fois, on a des gens qui viennent nous voir et c'est comme si on sentait, mais ouais, demande-moi pardon. La personne veut qu'on lui demande pardon. Et en tant que médium, si on n'a pas ce pardon, on ne peut pas le donner. Parce qu'on est, souvenez-vous, traducteur. Et c'est peut-être ça la différence entre la psychothérapie, où on va essayer de renforcer la personne, on va essayer d'être encourageant, et en médiumnité, on peut donner que ce qu'on a. Et c'est vrai que des fois c'est thérapeutique, mais malgré tout, si on n'entend pas ce « je m'excuse », on peut pas le donner. Moi je le dis, des fois je m'en sors comme ça en disant « je sais ce que vous voulez entendre et je suis désolée pour vous, mais là il s'excuse pas ». Donc ça m'arrive de le dire. Parce qu'en médiumnité, contrairement en psychothérapie, mon allégeance, elle est là. Et je crois vraiment que si je commence à trahir ce qui m'est donné, on va plus me parler. Donc c'est pour ça que voilà, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et des fois, les défunts, ils viennent passer un message à une autre personne. Ça, j'aime bien quand ils font ça. Par exemple, j'avais une dame qui venait parler à une très bonne amie, et cette amie est venue, il y a la séance, elle lui a dit plein de souvenirs qu'elles avaient ensemble, c'était magnifique, une amitié de tellement d'années. Et puis à la fin de la séance, son amie, elle lui dit, tu sais, mon mari, dis-lui que je serai avec lui. Il est en train de préparer quelque chose, là, dis-lui que je serai avec lui. Et puis, je savais qu'il préparait quelque chose, mais je savais pas quoi. Puis je lui ai dit, mais à la fin de la séance, j'ai demandé à la dame, je lui ai dit, mais il fait quoi, le mari, là? Puis elle me dit, vous savez quoi, il apprend le chant lyrique, et puis il va donner un concert. Donc son épouse de l'au-delà lui montrait qu'elle savait et qu'elle l'encourageait. Si ça, c'est pas thérapeutique, Alors pour moi, une séance de médiumnité est réussie quand aussi la personne, d'une certaine manière, elle ressent ce contact, elle a eu suffisamment d'informations pour vraiment être sûre que c'est son défunt. Et puis des fois les gens ils me disent mais je sens, regardez, j'ai les poils qui s'hérissent, je sens qu'il est là. Ou bien mais vous utilisez des mots comme lui ou comme elle. Je vous reconnais dans le vocabulaire. Donc les gens nous disent qu'ils reconnaissent ça. Et pour moi, je vais même plus loin. À la fin de la séance, elle est réussie quand je sens aussi que le défunt est content. Que d'une certaine manière, la séance, il a pu dire ce qu'il voulait. Et pour moi, c'est toujours miraculé. Pourtant, j'ai des centaines de séances à mon actif. Et chaque fois, pour moi, c'est un miracle. C'est quelque chose qui autrement ne pourrait pas avoir lieu. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce qui se dit. Vous y arrivez ? D'accord, très bien. Tout ça, c'est vrai qu'on se pose la question, l'après, quelles sont les preuves qu'il y a quelque chose après, la communication avec les défunts. Et ce petit gag, en fait, me permet d'arriver sur les preuves. Quelles sont les preuves qu'on est vraiment en train de communiquer avec un défunt ? Pour moi, les preuves, elles sont déjà dans la séance de médiumnité. Parce que quand on peut, dans une séance de médiumnité, donner la vaste majorité des informations qui sont justes pour déjà que la personne reconnaisse son défunt, ensuite donner vraiment des messages qui font sens, ça peut pas être le fruit du hasard. Quand j'ai fait la psychologie, j'ai fait 2 ans de statistiques. Je veux dire, on peut pas être juste systématiquement. Voyez, et on l'est pratiquement, on l'est beaucoup dans les séances de médiumnité. Et pour moi, donc ça, c'est des preuves. Et d'ailleurs, en Angleterre, où le spiritualisme est une des 3 religions depuis 1901, si vous allez dans une des églises spiritualistes anglaises,
il y en a 340, vous avez le choix, à travers l'Angleterre ou l'Écosse. Si vous allez dans un service religieux, vous y verrez non seulement une personne qui fait un speech, qui raconte quelque chose, qui vous donne des préceptes spirituels, mais vous verrez aussi les médiums travailler en plateforme et donner des messages de défunt devant une audience. Et pour les spiritualistes, les médiums, c'est le côté scientifique. C'est eux qui prouvent que la médiumnité fonctionne. Et d'ailleurs, aussi, quand j'écris mon livre, et si je vous dis ça ce soir, je vous parle de preuves, c'est que j'en ai marre qu'on me dise que la médiumnité, il n'y a pas de recherche, parce qu'il y en a. D'abord, la médiumnité est un sujet de recherche dans les universités, que ce soit en psychologie, que ce soit en neurobiologie, que ce soit en anthropologie. Mais c'est vrai que traditionnellement, elle est plutôt sous le couvert de la parapsychologie. Et en parapsychologie, il n'y a pas que la médiumnité. Il y a la télépathie, il y a la clairvoyance, il y a les précognitions, il y a la psychokinèse. La psychokinèse, c'est quand vous pouvez agir sur la matière, comme tordre les cuillères, des choses comme ça. D'accord ? Et malheureusement, il faut dire que la médiumnité n'est pas un sujet phare de ces sections. Donc c'est vrai que dans les universités, les recherches sur la médiumnité sont limitées. C'est vrai, mais il y en a. Et heureusement, il y a la Society for Psychical Research, la SPR. C'est une société qui existe en Angleterre depuis 1882. Ça date quand même, hein. Et au début, ils ont fondé cette société pour justement regarder les allégations des phénomènes paranormaux et psychiques. Et ils ont décidé de faire des recherches et tester les médiums. Et quand ils ont commencé ça, ça a vraiment été au début dans le but de révéler leur imposture. Donc, ils étaient plutôt sceptiques. Et en fait, c'est vrai, il y a certains médiums qui étaient des impostures. Mais ce qu'ils ont montré surtout, c'est que vraiment, des médiums font ce qu'ils disent, c'est-à-dire communiquer avec les défunts. Et c'est pas que l'Angleterre qui le dit, Le centre de recherche Windbridge aux États-Unis, qui est en Arizona, eux, ils ont la particularité de travailler avec 20 médiums, qu'ils ont une vingtaine, qu'ils ont triés sur le volet. Sa directrice de recherche, le docteur Julie Bixel, elle a un double doctorat en toxicologie et en pharmacologie. Et vraiment, ils ont fait toute une série de 8 étapes pour trouver des médiums qui d'abord peuvent prouver qu'ils font bien ce qu'ils font, donc communiquer avec l'au-delà, et secondo, qui sont capables de travailler dans des conditions de laboratoire. Et sur ces médiums-là, ensuite, ils ont fait des recherches de laboratoire où on met les médiums en double aveugle, par exemple, c'est-à-dire que ils voient pas les gens pour qui ils donnent des contacts, des renseignements. D'accord ? Donc ils ont un défunt, mais ils savent pas pour qui c'est. Ils voient pas la personne. Ou bien, triple aveugle, le médium donne un message à un intermédiaire qui lui connaît mais pas du tout la personne pour qui est le message. Donc vous voyez que les études vraiment de laboratoire, elles existent. Et si vous allez sur le site ou la Society for Psychical Research ou le centre Windbridge, vraiment vous trouverez ces études, elles sont publiées. Et quand il s'agit des études sur la survivance après la mort, alors là, il y a un océan de preuves dans la littérature scientifique. C'est le docteur Calvi Parizetti qui dit ça. Je vous ai parlé un peu de lui, il y a sa photo ici. Il est médecin, il a travaillé pendant de nombreuses années dans l'humanitaire, d'ailleurs à Genève, et il est italo-écossais. Et puis, à un moment, il s'est vraiment intéressé au paranormal parce que quelqu'un de son entourage a partagé une histoire qu'elle avait vécue quand elle était jeune, une histoire un peu où on communiquait avec les défunts ou des esprits, puis ça nous fait un peu peur. Et parce qu'il a confiance avec cette personne, ça l'a vraiment interloqué et il a décidé de lire les études sur le sujet. Et il en a lu une centaine. Ce monsieur ne fait pas les choses à moitié. Et il a écrit ce livre, justement, qui s'appelle 21 jours dans la vie après la vie. Et d'ailleurs, il a déduit, parce que après, il est devenu aussi psychothérapeute. Et pour lui, il dit que croire que ça s'arrête avec la mort est un biais cognitif.
Alors évidemment, les psychologues vont comprendre ce que je dis, mais un biais cognitif, et ce qui se passe, quand vous êtes, par exemple, déprimé, vous avez un biais cognitif parce que vous voyez que des choses tristes. Vous voyez, ça vous met des œillères. Pareil, quand vous êtes anxieux, vous avez un biais cognitif d'anxiété. Vous avez tendance à avoir des dangers partout. Et lui, il dit que justement, c'est ne pas croire à cette survivance, c'est un biais cognitif, c'est une erreur de jugement, d'accord ? Et il a écrit son livre en 2015, et l'avenir lui a donné raison. Pourquoi ? Parce que depuis lors, il y a eu le Galileo Report qui est sorti en 2018. Et ce rapport a été demandé ou élicité par le Scientific and Medical Network, qui est aussi encore des Anglais. Et c'est comme les cèdres, c'est une société qui s'intéresse aux liens entre la spiritualité et la science depuis plus de 50 ans. Et en 2018, ils ont issu une vaste recherche, en fait, auprès de plus de 90 représentants de 30 universités dans le monde, et ça a donné lieu à la publication du rapport Galilée. Et ce rapport Galilée est publié. Donc vraiment, il faut le lire, c'est vraiment super intéressant. Et là-dedans, il y a foison de preuves de la survivance après la mort. Et d'ailleurs, pour eux, ils postulent que la science d'aujourd'hui, elle devrait s'élargir. Ils demandent vraiment que la science devienne élargie pour prendre en compte justement cette conscience non localisée, on en parlera, mais cette conscience élargie qu'on a, qui fait qu'on peut avoir des contacts avec l'au-delà, qui fait partie aussi de notre intuition, de ces choses des fois qu'on perçoit d'ailleurs. Et vraiment, ils disent qu'il faut une méthodologie maintenant pour que la science vraiment intègre ça dans ses outils de recherche. Et encore plus près de chez nous, non, c'est aux États-Unis, mais plus récent, il y a l'Institut Bigelow pour les études de la conscience, qui a été fondé par un milliardaire américain. C'est Robert Bigelow, qui a près de 80 ans aujourd'hui. Et Robert Bigelow, au début, il a fait sa fortune dans l'immobilier commercial. Ensuite, il s'est vraiment intéressé à l'aérospatiale, notamment la technologie. Il a collaboré avec la NASA. Et puis, à un certain moment, il s'est intéressé au paranormal, notamment quand il a perdu son épouse. Il a perdu son épouse, elle est morte en 2020, et en 2021, il a lancé le prix de $1 million pour stimuler la recherche et le dialogue sur la survivance après la mort. Donc il a dit, ok, moi je donne $1 million, je veux plein de chercheurs qui viennent et qui ont des bonnes études, des études qui sont vraiment de laboratoire ou qui tiennent la route sur le sujet. Et il a donné le prix en 2021, 19 chercheurs ont reçu un prix, dont Julie Bixel d'ailleurs, du Windbridge, et d'autres chercheurs, mais très connus. Et si vous allez sur ce site, vraiment vous pourrez lire ces recherches, c'est aussi édifiant. Et en 2023, il a lancé un autre prix, et cette fois-ci pour des recherches qui prouvent la communication avec des êtres désincarnés. Et non seulement ça, mais il demande que cette communication apporte un plus pour l'humanité. Et voyez, c'est ce qu'on est en train de dire ce soir. C'est-à-dire, moi je dis, et je me positionne, la médiumnité est thérapeutique, enfin, ça en tout cas une propension thérapeutique. Et la communication avec les défunts, c'est quelque chose qui aide les gens endeuillés. Donc oui, effectivement, ça amène un plus à l'humanité. Et aussi aux défunts qui peut-être peuvent s'exprimer et peuvent dire des choses qu'ils n'ont pas pu dire de leur vivant. Je vous ai parlé de médiumnité, maintenant je vais vous parler de psychothérapie. Et en psychothérapie, on a une technique qui s'appelle la communication induite après la mort, la SIAM, qui permet d'aider les gens en deuil à communiquer avec leurs défunts dans le but de diminuer leur souffrance. Je suis formée à cette technique depuis 2013 et j'utilise vraiment très systématiquement dans ma consultation de psychothérapie quand j'ai affaire à des gens endeuillés.
Et je me souviens d'une patiente qui était venue me voir parce qu'elle avait perdu son père. Son père était une force de la nature. Et elle était traumatisée parce qu'elle avait vu dans son cercueil son vie tout rigide, amaigri. Et puis, elle avait des cauchemars depuis lors. Donc, elle est venue me voir pour ça. Et puis, avec cette patiente, on a travaillé en Siam. Et quand on a fait ce protocole-là, à un certain moment, elle a vu son père comme si elle se trouvait encore dans la chambre mortuaire. Elle a vu son père qui lui a pris par la main, qui l'a sorti de la chambre comme si elle était une petite fille et qui l'a amenée dans un jardin. D'ailleurs, c'était le jardin de l'hôpital où est décédé son père. Et son père qui lui a dit qu'il allait bien, que tout allait bien maintenant. Et quand elle est sortie de cet état de conscience modifié, de cette expérience, elle m'a dit mais je suis tellement étonnée de ce qui s'est passé, mais surtout, ça a eu une incidence que ces cauchemars ont fortement diminué. Donc la communication induite après la mort est une technique qu'a découvert le docteur Alan Botkin. Et c'est un psychothérapeute américain encore, qui en 1995 travaillait je dirais uniquement avec des vétérans du Vietnam, dans un hôpital à Boston, où ils reçoivent des vétérans du Vietnam. Vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, malheureusement. Et ces gens sont fortement traumatisés, on peut bien le comprendre. Et puis, ils peuvent aller dans ces hôpitaux. Et le docteur Botkin, il traitait ces gens. Et pour traiter les gens qui souffrent de trauma, il utilisait l'EMDR. Vous connaissez l'EMDR ? Ça vous dit oui, j'entends oui et non. D'accord, moi je vous explique pour ceux qui connaissent pas. C'est une technique qui s'appelle ces mouvements avec les yeux. C'est une technique de traumatologie, c'est-à-dire que souvent vous allez voir un psychothérapeute, puis vous allez suivre ou ses doigts ou une lumière qui bouge, puis ça va vous faire des bilatéralisations dans le cerveau, c'est-à-dire ça va stimuler l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, comme ça en alternance. Et on sait que les gens qui sont traumatisés, qu'est-ce qui se passe? Il y a les images qui vont un peu se coincer dans le cerveau, qui vont rester. Ça c'est plutôt le côté droit. Il y a comme des choses, des pensées qui vont tourner, c'est plutôt le côté gauche, et des émotions qui vont rester. Par exemple, quand on vous parle de guerre, moi ma mère qui avait vécu la guerre en Hollande, des fois elle me disait mais je peux pas entendre des pétards, elle se pliait comme ça. Et vous voyez, c'est ces choses-là en fait qui restent. Et les MDR, parce que on met cette bilatéralisation, on remet cette fluidité entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Il y a quelque chose qui se passe et la personne, ça désensibilise tout ça. Et elle a accès plus facilement à ses ressources internes et à son auto-guérison. Bon, c'est un peu schématisé, m'excuserez, mais voilà, en gros, c'est ça l'EMDR. Et c'est une des techniques phares que préconise l'OMS pour le traitement des traumas. Donc, Alan Botkin, formé en EMDR, tout comme je le suis, il commence à travailler avec l'EMDR avec Sam, un vétéran du Vietnam. Et Sam, sa particularité, c'est qu'il souffrait depuis 28 ans, de cette image d'avoir vu une jeune Vietnamienne, son corps déchiqueté, parce que Sam avait pris cette jeune Vietnamienne sous son aile, ils venaient souvent dans leur village, ou enfin dans leur campement où ils étaient, elle lui rappelait une de ses jeunes sœurs, et à un moment il y a eu un bombardement, il est mort dans ce bombardement, il a vu son corps, et Sam souffrait encore de ça, de culpabilité, de voir ces images, et quand Botkin a travaillé avec Sam, à un moment, Sam a dit, mon Dieu, je la vois, elle s'appelait Lee, il dit, je vois Lee, mais elle est grande, mais mon Dieu, ce qu'elle est belle. Et elle me remercie, elle me dit, mais merci pour tout ce que tu as fait quand j'étais petite. Ah, mais elle a l'air bien. Et Botkin, en fait, Sam, j'y arriverai, Sam a dit à Botkin, mais c'est vraiment vrai, j'ai vraiment vécu ça. Mais pour moi, je l'ai vu. Et puis, il tenait mordicus qu'il avait vraiment vécu ça, que c'était ce que pour lui c'était une communication. Mais surtout après, il a été mieux. Donc, Botkin, face au fait que Sam a été mieux, il a essayé de trouver qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'est passé, à quel moment, et il a changé un peu le protocole MDR pour faciliter cette communication pour que le patient puisse communiquer avec son défunt.
Et il a testé ça sur des centaines de personnes. Et en 2005, il a écrit ce livre qui s'appelle La communication induite après la mort, en anglais, hein, d'abord. Ça, c'est la version française. La version française, c'est sorti en 2014. Mais évidemment, quand il a sorti ce livre, ça a été un peu plus connu. Et puis, moi, comme je vous ai dit, je me suis formée en 2013. Donc, cette technique permet aussi, je dirais que c'est un petit peu le pont pour moi entre la médiumnité et la psychothérapie. C'est une technique qu'on peut utiliser puis qui aide nos patients. Alors la FSIAM, comment ça fonctionne? Je vous ai dit, on utilise les MDR. Donc d'abord, on va se cibler sur la souffrance. Et d'ailleurs, je dis aux gens, déjà, si vous souffrez moins, c'est déjà pas mal. Quand on est en deuil. Donc les gens sont preneurs en général, donc on fait déjà ça. Et à un certain moment, avec nos questions, en disant aux patients par exemple, votre père, si vous l'imaginez devant vous, est-ce que vous pouvez imaginer que vous le voyez, qu'est-ce qu'il vous dirait par rapport à votre souffrance, et vous commencez à éliciter un petit peu avec des petites amorces, vous encouragez la personne à se relier à son défunt. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et la reprise de contact avec le défunt est souvent vécue comme profonde et transformatrice. C'est vrai, c'est souvent ce que disent les gens. C'est vrai que Botkin, lui, vraiment, il parle pas de médiumnité. Il dit, voilà, c'est une communication induite, c'est vécu comme profond et transformateur, certes, mais pour lui, il met pas le mot médiumnité dessus. Moi, je le mets. Pourquoi? Parce que, déjà, je sais que c'est une vraie expérience parce que déjà les chiffres sont là. Dans 80% des cas, et indépendamment des croyances de la personne sur la vie après la mort, la communication se fait. Donc on pourrait se dire que si c'est la personne qui a induit, ce serait plutôt les gens qui ont cette croyance-là. On est d'accord, mais c'est pas le cas. D'accord, ça marche pour les deux. Et puis souvent, les patients disent qu'ils ont vécu quelque chose de profond et transformateur, c'est vrai. Et d'ailleurs, souvent, ils sont étonnés par les informations qu'ils ont. Ça va, je suis devant, je vous embête, vous arrivez à lire, d'accord. Donc, par exemple, je me souviens d'une patiente qui était venue me voir, elle avait perdu un enfant depuis 8 ans, et elle souffrait toujours, on peut bien le comprendre, mais c'est tellement affreux quand les gens perdent des enfants, à chaque fois ça me brise le cœur. Et là, elle vient et parce qu'elle souffrait toujours. Et on a travaillé d'abord en EMDR, après j'ai un petit peu encouragé avec ce protocole. Et à un moment, elle a pu voir son enfant sous la forme d'un petit nuage blanc. Et elle me dit, mais j'ai l'impression qu'il veille sur nous. Et elle était étonnée de ça. Parce que cette patiente, elle était chrétienne. Et ça faisait depuis que son enfant était décédé que son entourage lui disait, ouais, mais maintenant c'est un ange, maintenant, voilà, il est dans l'au-delà, il veille sur vous. Et franchement, ça la faisait vomir. Elle achetait pas ça du tout. Elle disait, moi je m'en fous, moi je souffre, j'en ai rien à cirer s'il est sous la forme d'un ange maintenant. Elle pouvait pas acheter ça. Mais, ce jour-là, elle l'a vu comme ça, et elle a compris que c'était un peu ça. D'accord? Mais elle a vraiment compris, elle a été étonnée. Donc, vous voyez, souvent les patients ont des choses auxquelles ils ne pensaient pas eux-mêmes. Elle serait attendue à n'importe quelle, apparence, mais pas ça. Alors, elle n'a pas vu sous petit ange, d'accord? Elle a vu sous petit nuage blanc. Donc, pour moi, effectivement, j'essaye de revenir, j'avoue. Au secours. Alors, voilà, je reviens. Pour moi, évidemment, c'est de la médiumnité, mais je dirais que de nouveau, comme Botkin, quand je mets ma casquette de psychothérapeute, je m'en fiche. Je vais pas, et je le fais jamais, même si je suis médium, je vais pas convaincre les gens. Je leur laisse mettre le mot sur leur expérience. C'est comme ça que ça doit être en psychothérapie, c'est la différence. Je leur dis pas. S'ils me demandent qu'est-ce que vous en pensez, je dis moi, je pense que c'était une communication, mais c'est vraiment à vous de décider. C'est à eux de mettre un mot sur leur expérience. Et ce que je sais, c'est que même s'ils y croient pas, souvent ils se sentent mieux. Donc c'est déjà bien. Et puis, cette boutade, des fois il faut la lire plusieurs fois. En tout cas, moi je l'ai la lire 2 fois pour que je me dise mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. Quelles sont les conclusions de tout ça? Si on imagine qu'effectivement,
on peut communiquer avec les défunts. Je crois que je vous l'ai montré. Quelles sont les conclusions? Déjà, c'est que renouer avec un contact avec un défunt guérit. Et on le sait en psychothérapie. On n'a pas attendu d'entendre parler de médiumnité, nous, psychothérapeutes, pour le savoir. D'ailleurs, la plupart de mes collègues, et moi je le faisais déjà, quand on a quelqu'un d'endeuillé, on l'encourageait peut-être à faire des rituels, ou peut-être à mettre une bougie, à faire une photo, à discuter avec une photo, ou aller sur une tombe. Vous voyez, on sait que c'est thérapeutique. Et puis aussi l'adage que les défunts, on ne les dérange pas. Je crois que ça c'est aussi un vieux truc, hein. Parce que en fait, ce qu'on sait, c'est que les défunts veulent communiquer. La preuve en est, ils viennent dans les séances, hein, ils viennent en plateforme. Et puis surtout, si on regarde la naissance du spiritualisme, alors je vais vous parler du spiritualisme anglais. Je sais bien que la médiumnité existe depuis bien plus longtemps que ça, mais les Anglais, quand ils disent l'ère moderne du spiritualisme, ils vont toujours vous sortir l'histoire des sœurs Fox. Vous avez déjà entendu parler des sœurs Fox? Non? D'accord. Moi, je vais vous raconter. Alors, les sœurs Fox, c'était en 1848, aux États-Unis, dans un État de New York, à Hydesville. Elles ont entendu à un certain moment des... Vous voyez, ça arrivait comme ça dans leur maison. Donc, des coups. Et ça arrivait pendant la journée. Et puis, à un moment, elles ont entendu ça pendant la nuit. Et elles se sont dit, elles avaient 13 et 11 ans, elles se sont dit, tiens, ça doit être une sorte de communication. Alors, elles ont essayé de faire, est-ce que tu pourrais répéter ça? Puis elles tapaient dans leurs mains, puis elles se rendaient compte qu'on répondait. Donc, pour elles ont compris que c'était une communication. Et plus tard, en fait, parce qu'ils ont réussi à faire un peu des codes pour se comprendre, ils ont compris que ce serait un défunt, c'était un colporteur qui avait été tué. Et ils avaient été enterrés dans le sous-sol de leur maison. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça a démarré, en fait, quand on parle du spiritualisme moderne. Ensuite, il y a la presse qui s'en est chargée, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de ça, et ça a donné un énorme essor du spiritualisme, où il y a eu beaucoup de séances, hein, avec des gens connus, qui à l'époque, qui sont beaucoup intéressés à ça. Et donc, on voit, si on regarde le début de cette histoire, on voit bien que c'est les défunts qui veulent communiquer. Et l'autre chose, c'est que ce que je vous disais, c'est pour moi, le contact avec les défunts est non seulement thérapeutique pour nous, mais il est aussi thérapeutique pour les défunts. Et je vous ai dit, quand un défunt peut trouver quelqu'un qui passe ses messages et peut dire encore à la personne, ou le dire en direct, s'il arrive à faire une communication spontanée, des choses encore que la personne comprend et puis qu'il n'a pas pu dire, on peut bien imaginer que ça lui fait du bien. Et aussi, si on regarde les implications, on ne peut plus, en 2024, penser que le cerveau est source de la conscience. C'est d'ailleurs le rapport Galilée, tire à boulet rouge là-dessus, et il dit que c'est plus une hypothèse philosophique qu'un fait scientifique. Et vraiment, d'ailleurs, William James, qui est un philosophe, un psychologue, la fin du 19e siècle, début 20e, et d'ailleurs, il a été un des présidents de la SPR, tout comme un ministre conservateur anglais qui s'appelait Arthur Balfour. Je trouve ça hurler de rire. D'accord. Bref. Donc je reviens à William James. Lui, il pensait déjà à l'époque que, en fait, notre cerveau, c'est un filtre. Et que, justement, c'est plutôt une soupape de réduction de la conscience qu'autre chose. Intéressant, hein? Et d'ailleurs, aussi, je prends Christophe Fauré, qui est un de mes collègues psychothérapeute, psychiatre, lui, français, qui a fait une conférence en 2021 au HUG, donc hôpitaux universitaires genevois, devant un parterre de médecins. Il a fait une conférence où il soutenait aussi ce paradigme que maintenant, la conscience, on sait que c'est plus large. Et on sait aussi qu'on survit à la mort. Et tout ça, ça amène quelque chose de la responsabilité individuelle. Vous voyez, on peut plus se dire « après moi le déluge ». C'est plus possible. On peut plus dire « je m'en fous à ce qui arrive à cette planète, je m'en fous à ce qui arrive aux gens qui sont de l'autre côté de la planète, j'en ai rien à cirer ». On peut plus dire ça.
Donc ça amène vraiment ce paradigme de la survivance après la mort, amène vraiment sur la responsabilité individuelle. Et d'ailleurs, Christophe Fauré disait que les questions peut-être à se poser, c'est comment as-tu aimé? Ou peut-être plutôt quand on est encore vivant, incarné, comment aimes-tu? Et la deuxième question est peut-être qu'as-tu appris? Qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Comment est-ce que vous venez là à une conférence peut-être pour élargir vos horizons et c'est drôlement important qu'on commence à s'intéresser aux choses, qu'on apprend. Et ce que nous montrent les défunts surtout, c'est que nos bonnes actions comptent beaucoup plus que nos manquements. Comme je vous ai dit, les défunts viennent souvent remercier, vraiment souligner nos gentillesses. Et pour moi, c'est vraiment ça la spiritualité aussi. Vous voyez, ça nous amène à une certaine spiritualité. Ça nous amène à, en tout cas moi je dis toujours aux gens, mais attendez pas d'être dans l'au-delà pour dire aux gens que vous les aimez, pour dire à votre frère chéri que vous l'adorez. Attendez pas d'être dans l'au-delà. Ce serait dommage parce que vous devrez trouver un médium qui traduit bien ce que vous voulez dire, qui se plante pas, ou bien en communication spontanée, que la personne comprenne vraiment. Vous voyez, vous imaginez, c'est quand même compliqué. Donc racontez-vous, osez, et osez. Ne vous muselez pas quand il s'agit d'amour, parce que l'amour, s'il y a bien quelque chose qui est de ce paradigme-là, c'est que l'amour n'arrête pas. Heureusement, quand vous serez dans l'au-delà, vous continuerez à aimer vos petits-enfants, puis vos petits-enfants le sauront. Vous voyez qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui reste. Et ça, c'est l'incidence. Et la dernière chose, c'est qu'évidemment, on va parler maintenant, on peut plus parler de juste un modèle. On n'est pas juste un corps, donc la biologie, on n'est pas juste de la psyché. On sait bien que l'erreur de Descartes, déjà d'avoir pensé qu'on est la psyché et un corps, c'est faux. On est aussi, évidemment, sociaux. On est dans une société, et en plus, on est spirituel. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc, je vous remercie vraiment pour votre attention. Je vous ai mis encore mes 2 sites. Au jour d'aujourd'hui, je partage encore mes 2 activités en 2 sites différents. Il est évident, quand je reçois les gens en psychothérapie, je suis payée par les assurances, donc je fais pas de la médiumnité. Mais je crois que je vous ai parlé un petit peu des ponts entre ces 2 disciplines. J'en parle encore plus précisément dans mon livre. Mais voilà, donc si jamais vous voulez me contacter, vous avez mes sites. Voilà. Je crois qu'on va ouvrir les questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt. Waouh! Moi, j'en ai pris plein les yeux, plein les idées, plein les oreilles. Puis j'ai envie de te féliciter avant d'être dans l'au-delà, parce que... Ouais, c'est super. Merci. Bien. Waouh! Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que quand on est 1 heure avec toi, ça nous paraît parfaitement normal, tout ce que tu nous dis. On aura l'hypnose en avril. Mais moi, je suis hypnotisé. Je dis, ouais, ok, c'est cool. Alors, le monde est plus grand, la vie est beaucoup plus globale que ce qu'on pense. Une existence, c'est fait d'amour et de connexion. Ok, fine. Puis après, je vais aller boire un verre avec les copains. Puis je dis, mais attends, il faut que je me réveille, il faut que je me pince. Parce que je suis quand même professeur de médecine à l'Université de Lausanne. D'accord. Alors, ce qu'il y a de super dans ce que tu nous dis, c'est que il y a une ouverture extraordinaire et je crois que c'est maintenant le carrefour. C'est maintenant. On peut plus se contenter d'une science matérialiste. Je crois que maintenant, et je suis proche des gens qui ont signé le manifeste pour une science post-matérialiste, je crois qu'on doit maintenant travailler tous ensemble de manière interdisciplinaire sur la science matérialiste et la respecter. Newton, c'est clair que si j'envoie ma bagnole dans un platane, ça va pas bien se passer. OK. Mais c'est plus grand que les platanes et les bagnoles. C'est plus compliqué. Et la conscience, c'est le défi pour aujourd'hui. Et on commence à avoir les moyens de modéliser et de penser. Je te donne un exemple. Tu sais sans doute que si je te mets dans un scanner pendant que tu communiques avec un défunt, ça va pas être terrible. Tu sais ce que ça va faire? Eh bien, on va rien voir. Et ça embête beaucoup mes copains de la neuroimagerie. Alors, tu seras peut-être étonné, parce que moi, je n'ai pas été dans un scanner.
Mais on m'a mis des électrodes sur le cerveau, effectivement, parce que je faisais du neurofeedback à l'époque. Ouais. Et puis au neurofeedback, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu le père de la psy qui me faisait du neurofeedback. Il venait de décéder, et puis à un moment, je lui ai donné l'information. Et puis elle, comme elle monitorait en même temps, elle m'a dit c'est intéressant parce que je lui disais que son père me disait quelque chose. Elle me dit c'est intéressant, c'est pas l'air d'entendre vraiment qui est sorti, c'est une aire un tout petit peu différente, mais qui n'était pas de l'air de l'imagination non plus. Donc effectivement, c'est vrai que dans un scanner non, mais avec des électrodes oui. Alors, ce qu'il y a d'assez intéressant comme piste scientifique, c'est que si on reprend l'hypothèse du filtre dont tu nous as parlé, c'est que dans le fond, la conscience individuelle serait une cellule spatio-temporelle d'une conscience beaucoup plus grande qui serait hors de l'espace et hors du temps. Espace sans espace, temps sans temps. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que la conscience est beaucoup plus grande que la conscience individuelle. Bien. Donc du coup, on doit chercher les modèles vibratoires et reprendre l'hypothèse du filtre avec la physique contemporaine. Et dans le fond, on arrive à cette idée que la conscience individuelle serait une soustraction du tout, filtre si tu veux, mais que quand on fait les scanners, effectivement, on voit bien que les gens qui sont en médiumnité sont capables de se mettre en soustraction. Donc l'idée, c'est, comme tous les spirituels le disent, il faut faire taire l'ego, faire taire le mental pour accéder à plus grand que nous. Donc, il commence à y avoir des liens entre spiritualité, médiumnité, hypnose, on le verra en avril, psychédélique. Hein? Bon, on a eu une autre conférence là-dessus, mais là aussi, on voit le monde plus grand. Bon, et tu sais sans doute que William James était copain avec tous les fondateurs de la psychologie, tu nous l'as dit. Freud allait à Genève faire tourner les tables avec Flournoy. Jung avait une maman médium. Et on est en train de renouer avec ça parce que c'est une évidence. Alors moi, je vais arrêter de parler. Je vais peut-être te poser quand même une question parce que on est ici dans une ancienne église, n'est-ce pas ? Et j'aimerais que tu nous dises un petit peu pourquoi c'est mal vu et pourquoi, en christianisme, même libéral, hein, dans le fond, les gens ont un petit peu d'appréhension à venir t'écouter. Puis ils se disent, mais dans le fond, cette nana, c'est bizarre, elle a l'air normale. Hein, est-ce qu'elle va me... Je sais pas, est-ce que t'as des démons, quoi hein, pourquoi les chrétiens s'intéressent pas à ça hein Allez, dis-nous quelque chose là-dessus. Alors, je pense pas d'abord que tous les chrétiens ne s'intéressent pas à ça. D'accord. Je pense que chrétien, c'est vaste. D'accord. Donc, mais c'est vrai que il y avait quelque chose qui était de l'idée que quand on parle aux morts, il y a quelque chose d'un peu démoniaque qui se met avec ça. Et c'est vrai que, en tout cas, dans ma formation, dans ce que je connais des défunts, moi, je me sens jamais comme en lien avec quelqu'un de pas bien ou que je serais menacée. Je vous ai donné l'exemple de ce prisonnier, hein, et je vous ai dit que pour moi la différence est entre quelqu'un qui est vivant ou des informations du vivant et des informations de l'au-delà. Et de l'au-delà, vraiment, en tant que médium, moi, j'ai jamais senti quelque chose de mauvais. Et bien sûr, des fois, les gens qui viennent c'était pas des bonnes personnes de leur vivant. Je me souviens d'un grand-père qui est venu et il y avait sa petite fille qui était là et le grand-père lui expliquait en fait à quel point quand il voyait la mère de cette petite fille, hein, donc sa fille à lui sourire d'une certaine manière, il faisait tout pour lui enlever ce sourire du visage. Et vous imaginez que c'était fort comme message. C'était pas quelqu'un de bon, mais c'était pas quelqu'un de démoniaque. C'était juste quelqu'un qui était méchant dans sa vie. Et quand il a pu dire ça, sa petite fille a quand même pu comprendre un peu mieux ce qui s'était passé pour sa propre mère. Donc ça avait été thérapeutique dans ce sens-là. Mais c'est vrai que moi, en tant que médium, j'ai pas l'impression, hein, mais pas l'impression personnellement, qu'on risque quelque chose. Ou que, d'ailleurs, j'ai pas dit rite à faire avant ou après. Il y a vraiment quelque chose, pour moi, c'est naturel. La communication avec les défunts, et d'ailleurs, je vous ai dit que je communiquais avec mon grand-père quand j'avais 8 ans, pour moi, c'est toujours été quelque chose de naturel. C'est un peu ce que je pensais, c'est que tu es une bonne personne, donc tu es une gentille médium. Hein? Parce qu'il y a des chamans blancs, puis il y a des chamans noirs.
puis il y a de la magie blanche, puis il y a de la magie noire. Non, je te challenge un peu parce que j'ai supervisé pendant une dizaine d'années les exorcistes du diocèse. Donc, et l'Église catholique, moi je suis protestant, mais l'Église catholique a un formel très structuré, très rigoureux pour l'exorcisme. Et la médiumnité est une catégorie de risque de contamination démoniaque, de mauvais esprits. Parce que alors, s'il y a un au-delà, on trouve un peu de tout par là-bas en haut, ou bien. Oui, et d'un autre côté, moi, ceux que j'ai en tout cas, souvent je trouve que les défunts viennent plutôt avec des messages qui sont plutôt des messages de, voilà, peut-être pas toujours d'excuses, mais en tout cas d'explications qui nous aident. Donc moi, j'ai pas ce côté-là. Mais de nouveau, je suis pas en train de dire que, comment dire, dans des traditions. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui me demandait une fois en me disant, mais toi qui es médium, moi j'ai ma fille qui est au Burkina Faso, et puis elle dit qu'il y a quelqu'un qui lui a lancé un sort, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui dis, ben, allez voir quelqu'un au Burkina Faso. Allez voir un de leurs guérisseurs. Parce que moi, je crois que dans dans la société, on a ce qu'il faut. Donc, c'est ce qu'elle a été fait, puis c'est ce qu'elle a fait, puis elle allait mieux. Vous voyez, moi, je vais pas dire que c'est du pipeau. D'ailleurs, mon collègue Toby Nathan, qui est ethnopsychiatre, il utilise en fait ces modèles qu'ont les gens ethniques, enfin de société, pour aider les gens à aller mieux. Donc moi, je suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Ce que je dis, c'est que dans la médiumnité, et c'est uniquement de ça que je peux parler, que moi, j'ai jamais senti, je me sens pas en danger et que tout va bien. Donc, tu as une sensibilité particulière. Tu as ce talent. Tu es quand même un peu différente de nous tous, ou bien est-ce qu'on peut tous aller à Stansted, bosser un peu à Londres, et puis après, on va discuter avec nos copains les morts? Alors, pour moi, la médiumnité, c'est un peu comme la natation. C'est-à-dire qu'on peut tous apprendre à nager, mais il faut encore être attiré par l'eau. Moi, j'ai des gens qui ont peur de l'eau dans ma consultation. Donc, il faut déjà aimer l'eau. Et puis, en plus, si vous voulez être bon nageur, il faut faire des bassins. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme la natation. Et effectivement, si vous voulez, à un certain moment, vous avez une ouverture, vous sentez que vous avez cette sensibilité, ça vaut la peine de se former. Moi, je me suis formée, j'ai commencé à me former en 2012, je crois, quelque chose comme ça. Et pourtant, j'avais déjà ces contacts parce que je me suis rendu compte que je voulais mieux comprendre comment ça fonctionnait. Donc, ce que je vous ai expliqué ce soir, toute la théorie, tout le spiritualisme, je suis formée. Donc, j'ai une culture là-dessus maintenant. Et pour moi, ça a été important parce que autant je pouvais donner un message de Johnny, autant je pouvais communiquer avec mon grand-père parce que je le connaissais tellement bien. Mais j'aurais pas pu donner des messages comme ça à tout le monde. Et c'est pas forcément ce que je voulais faire d'ailleurs. Mais quand je me suis formée en médiumnité, je me suis dit à un moment, et ça a tiré mon œil professionnel de psychothérapeute, en me disant ça, je trouve que c'est quand même bien, puis c'est pas mal d'avoir les deux cordes à son arc. Et je me suis vraiment formée pour avoir ce niveau professionnel. Parce qu'un médium professionnel, il doit pouvoir faire ça tout le temps. Donc, tu représentes un certain type de médium, si je comprends bien, parce qu'il y a des clairvoyants, des clairaudients, il y a des gens qui voient l'avenir, il y a des gens qui trouvent des objets égarés, il y a des gens qui aident la police, il y a des médiums guérisseurs. Tu peux faire un commentaire sur ton type de médiumnité ? Oui, tout à fait, merci de le dire. Effectivement, la médiumnité n'inclut pas que la communication avec les défunts. La médiumnité, c'est quelque chose de large. Et je dirais que dans la médiumnité, pour moi, il y a l'intuition. Et il y a aussi évidemment la guérison. Ici en Suisse, on a le secret. Et c'est sur des prières chrétiennes d'ailleurs, ce qui marche très bien. Et pour moi, c'est aussi une sorte de médiumnité. Donc la guérison, si vous allez en Angleterre, vous allez dans ces fameuses églises spiritualistes, à côté il y a toujours un centre pionnier, Pioneer Center. Et là vous y verrez des médiums guérisseurs. Et si vous donnez 5 pounds, c'est pas très cher, vous avez quelqu'un qui vous booste son énergie et puis qui vous envoie de la guérison, qui vous donne de la guérison. Les médiums, ils estiment que cette guérison, elle passe à travers eux. C'est pas eux qui guérissent, mais ils se branchent sur quelque
quelque chose, c'est Dieu, hein, quelque chose de plus grand, et puis pour que cette guérison passe à travers eux. C'est pour ça qu'ils appellent ça la guérison spirituelle. Et les gens utilisent aussi la médiumnité dans les arts. Moi, quand j'ai écrit mon livre, hein, j'étais pas toute seule. Hein, je veux dire, j'ai été aussi pas mal inspirée. Et on peut l'utiliser dans les arts, dans la musique, dans le dessin. Là, dernièrement, j'ai fait un jeûne et je dessinais des hiboux. Et visiblement, j'étais inspirée parce que j'avais jamais dessiné de hibou de ma vie. C'était plutôt tout pas mal. J'ai eu de la chance. Peut-être un dernier point avant de passer la parole au public. J'ai beaucoup aimé tes perspectives sur l'amour et la paix dans le monde. Quand tu parles de la planète qui va mal, des gens qui sont dans la désespérance. Dans le fond, de voir ce monde plus grand, cette conscience élargie vers la beauté de l'univers plus grand, c'est très fort quand même. Alors, comment est-ce qu'on va travailler ensemble de manière bio-, socio-, culturelle et spirituelle pour embellir le monde ? Moi, j'ai toujours l'idée, je ne sais pas si vous connaissez cette maxime, mais il y a quelqu'un qui se balade au bord de la mer et il voit des étoiles de mer échouer. Et il en prend une, et il la jette dans l'eau. Et il en prend une autre, il la jette dans l'eau encore, et encore une. Et il y a quelqu'un qui passe et lui dit, mais enfin, à quoi ça sert ? De toute façon, demain, vous reviendrez, il y aura plein d'étoiles de mer qui seront à nouveau échouées. Et la personne, elle prend encore une étoile de mer, puis elle dit, pour celle-là, ça fait la différence. Et moi, ce que je crois, c'est que, en fait, on peut tous faire quelque chose à notre niveau. Et il y a des gens qui vont se mettre dans l'humanitaire, il y a des gens qui vont se mettre dans d'autres choses, hein. Et puis souvent c'est à notre niveau à nous. Moi j'estime dans notre métier, quand on est psychologue, psychothérapeute ou dans d'autres métiers, on n'est pas obligé d'être dans le soin, mais il y a déjà le soin à l'autre de manière générale. Et ça fait déjà une différence. Et c'est là, pour moi, que ça commence. Alors, il y a des gens qui iront plutôt en politique, qui feront des choses plus larges. Moi, j'ai écrit un livre, je soigne, j'aide les gens à se soigner. Et puis, c'est un peu là-dedans que j'essaye de faire ce qu'il faut. Et puis, j'essaye de prendre soin un peu de mes amis et des gens qui m'entourent. Ouais. Et qui t'invitent au terreau. Exactement. Ouais. Donc, vous voyez, on peut toujours faire. Et c'est de savoir qu'on a ce pouvoir-là. Vous pouvez être celui qui va mettre un sourire sur quelqu'un d'autre. Donc, soyez-le. Alors, dans le fond, pour moi, je pars avec le message que Teilhard de Chardin avait raison. Dans le fond, on est dans un univers évolutionnaire. L'esprit est premier et c'est la matière qui se spiritualise. Et l'humanité est en marche. Nous sommes des cellules spatio-temporelles vers plus beau et plus grand que nous. Brigitte, tu nous as fait rêver. On te remercie infiniment. Et maintenant, c'est le public qui a la parole. Didier, il faut faire passer le micro. Merci beaucoup. Alors, il y a une première question ici. Voilà. Merci infiniment pour votre conférence. En tant que psychiatre, je sais que ça demande beaucoup de courage de parler publiquement de ce genre de choses. J'aurais une question par rapport au lien entre le contact avec les défunts et les chroniques akashiques. J'ai en fait fait moi-même une formation de médiumnité, mais on contacte en fait les chroniques akashiques. Et quand j'ai fait ça avec le sujet des, entre guillemets, vaccins anti-Covid, je pense que c'est mon père qui m'a dicté une sorte de poème en mettant en garde l'humanité contre ces produits et pour encourager de nous libérer d'une tyrannie qu'on ne soupçonne pas. Merci. D'accord. Merci pour votre question. Merci déjà pour partager ça. En fait, ce que vous êtes en train de parler, hein, c'est vraiment cette connaissance à laquelle on peut se connecter quand on est en état de conscience modifié.
Et la médiumnité est un moyen de le faire, mais dans notre consultation, des fois, l'hypnose peut permettre de faire pareil, ou bien aujourd'hui les psychédéliques, d'autres choses. En fait, des fois, quand on va dans des états de conscience modifiés, on a accès à une sorte de savoir ou de connaissance. Un peu comme quand vous avez des rêves, hein, vous avez eu ces rêves où vous avez l'impression de tout comprendre quand vous êtes dans ces rêves-là, et vous revenez ici, puis oh mince, je me souviens plus, ou je comprends moins bien. C'est ça un peu cet état de conscience modifié. Donc c'est ça qu'on peut des fois avoir quand on va dans ces états-là. Donc effectivement, on aurait accès à une conscience plus élargie. Le truc est après, évidemment, c'est comment on va interpréter tout ça, qu'est-ce qu'on va en faire une fois qu'on revient. J'ai répondu à votre question ? C'était un peu plus spécifique ma question, mais merci. Je vous en prie. Question suivante. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. Bonsoir. Ça suscite énormément de questions, évidemment, mais peut-être une, ou une deuxième liée. Vous parlez donc effectivement de votre médiumnité comme étant spécifique à la communication avec les morts. Je me pose la question des morts non humains, des animaux aussi. Est-ce qu'il y a des patients qui vont vous poser des questions par rapport à ça? Je me posais la question, ça a été un tout petit peu abordé, du spiritisme, dans le sens, c'est la question secondaire, d'une communication aussi, que des gens cherchent des fois à faire spontanément, sans l'encadrement d'un professionnel ou d'un médium professionnel comme vous. Et au fond, du coup, des entités finalement d'un autre plan peut-être, je ne sais pas si on y croit, les anges ou les démons, effectivement. Est-ce que c'est aussi des interlocuteurs que vous êtes amenés des fois à avoir? Alors, d'abord, merci pour votre question. En ce qui se concerne les animaux, en tant que médium, on a des fois des animaux décédés qui sont avec des défunts. Donc, visiblement, ils sont aussi sur ce taux vibratoire-là. Et c'est plutôt sympa, d'ailleurs, des fois, de décrire un animal. Et des fois, il y a des animaux qui viennent un petit peu communiquer aussi avec la personne, remercier sur comment elle était. Je me souviens d'une chienne qui venait puis qui disait à sa propriétaire à quel point elle avait, pris soin d'elle. Elle avait dépensé je sais pas combien en vétérinaire. Elle était extrêmement attentive. Donc cette chienne lui retournait ça. Donc vous voyez, des fois les animaux, effectivement, ils arrivent à communiquer. Maintenant, c'est une communication un peu plus brute, on dira, et évidemment pas d'une heure. Voilà, mais il y a. Maintenant, sur votre autre question sur les autres entités qui auraient dans l'au-delà. Alors, le spiritualisme dit qu'il y aurait des guides, dans l'au-delà, des gens qui des fois nous donnent des informations. Les démons, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, des guides, des gens comme ça, effectivement, en tant que médium, on les voit et c'est on perçoit ces présences, mais qui sont plutôt des présences bienveillantes et qui nous accompagnent ou qui nous aident. Donc moi, c'est de celle-là dont je peux parler. Maintenant, quand on imagine un guide ou quand on voit un guide, on le voit d'une certaine manière, voyez. Et cette manière-là, ça nous permet de se connecter ou de sentir ce lien. Alors des fois, des gens voient un Indien, j'ai quelqu'un que je connais qui voit beaucoup des anges ou des archanges parce qu'elle connaît bien, parce que et d'autres personnes verront sous une autre forme. Est-ce que c'est vraiment un archange? Je sais pas. Mais en attendant, c'est sans doute cette énergie-là ou quelque chose qui ressemble. Donc, mais c'est plus difficile à prouver. Donc, dans le fond, ça va être plutôt, des ressentis de la personne. Micro, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais tout cela est filmé et tout sera disponible sur le site internet de Cèdre Réflexion. Donc, vous pourrez revoir la conférence et la discussion sur le site. Donc, on ne pose pas de questions sans micro. On recommence. Donc, on peut acheter une table de Ouija sur Alibaba et se lancer. Alors, le problème de la table Ouija, c'est que, en fait, vous aussi, vous pouvez faire bouger si on imagine que les défunts peuvent faire bouger des choses,
nous, on peut aussi faire bouger des choses. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on tord des cuillères. Donc le problème de la table Ouija... Les gens savent pas ce que c'est qu'une table Ouija. Oui, c'est comment dire, c'est une table sur laquelle vous allez avoir des chiffres, des lettres, et vous pouvez avoir, comment dire, une sorte de pion qui se déplace. Et généralement, ça se fait à plusieurs. On est avec cette table, et puis on commence à poser des questions à l'autre, là, puis il y a quelque chose qui s'écrit, ou il y a quelque chose qui se déplace avec ce disque. Généralement, des fois, les gens mettent les mains sur le disque ou pas. Enfin, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est compliqué, c'est que c'est comme un pendule. Moi, quand je montre le pendule, je prends le pendule dans ma main, puis je dis, pendule, fais-moi un oui. Alors, il tourne dans un sens, fais-moi un non, il tourne dans l'autre, et puis maintenant, dis-moi que tu sais pas. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je peux faire tourner le pendule. C'est compliqué de savoir, comme avec la table Ouija, est-ce que c'est moi qui élicite les réponses ou est-ce que c'est l'au-delà? Vous voyez, c'est un peu ça la difficulté avec ces tables ou ces choses-là. Maintenant, je suis sûre qu'il y a des gens qui font du très bon boulot au pendule. Je suis pas en train de tirer à boulet rouge. Je dis juste moi ce que je comprends. Ouais. Merci. Je vous en prie. Oui, il y a eu beaucoup d'études qui réfutaient les tables tournantes, etc., montrant qu'il y avait quand même un peu des margoulins et des escrocs qui faisaient payer, etc. Mais tu nous as convaincus qu'il y a une médiumnité authentique, sérieuse, avec laquelle tu as travaillé et dont tu témoignes. Et je suis absolument convaincu qu'on est en contact avec un monde plus grand. Après, voilà, on va sûrement avoir des questions parce que alors, réincarnation, résurrection, entre deux vies, oh là là, toutes les questions qui vont arriver. Il y a une question là-haut. Ah. Alors, excusez-moi, on va, simplement pour des questions d'organisation, on prend encore 2 questions au parterre, et ensuite on passera au balcon. Voilà, une question au parterre. En fait, c'est une double question. La première, c'est quelle est votre définition de la conscience? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez une expérience de contact entre des vivants et des gens qu'ils n'ont pas connus alors qu'ils étaient vivants? C'est-à-dire, par exemple, d'un ancêtre lointain, ou bien, je sais pas, si je voulais entrer en contact avec Albert Einstein pour lui demander s'il pense toujours que la relativité généralisée y est juste, est-ce que c'est quelque chose qui est, à votre avis, envisageable? Alors, j'ai pas compris la première question, monsieur, pardon. Quelle est votre définition de la conscience? La conscience, oula, la définition de la conscience. C'est-à-dire que la conscience, pour moi, c'est quelque chose de plus que juste le mental, d'accord? On peut dire qu'on est conscient des choses, donc on a nos 5 sens qui nous rendent attentifs, qui nous amènent des informations, mais évidemment, la conscience, c'est plus que ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a une conscience? On sait déjà qu'on a un côté inconscient, des fois, et Freud nous l'a montré, mais on aurait aussi une conscience qui est en lien avec un peu l'humanité. Ça, nous l'a montré Jung avec ses archétypes, d'accord? Et moi, en tant que médium, j'ai quand même l'impression que cette conscience, c'est un peu l'âme. Vous voyez, qu'il y a quelque chose en nous qui sait tout. Et d'ailleurs, ma collègue Teresa Robles, qui est hypnothérapeute, elle parle de sagesse universelle. Et quand elle utilise l'hypnose, c'est vraiment là-dessus qu'elle parle aux gens, en disant « Connectez-vous avec cette partie de vous qui sait ». Qui connaît tout de vous et qui a envie que vous puissiez, réaliser vos aspirations, faire ce que vous voulez, et en même temps qui est consciente des parties plus vulnérables dont il s'agit de prendre soin. Et moi, j'utilise beaucoup cette phrase aussi. Je suis aussi hypnothérapeute et j'utilise cette phrase parce que pour moi, c'est ça. Il y a une partie de nous qui est un peu en dehors du temps, qui connaît, qui sait. Et quand on peut se relier à cette partie-là, on le fait en hypnose, on le fait en EMDR, on le fait des fois en médiumnité, quand on se connecte, même au défunt, peut-être à sa partie plus pure. Il y a quelque chose de plus grand qui sort. Et cette connexion, c'est aussi cette connexion qu'on peut avoir ensemble quand on se parle et puis on a l'impression qu'il y a quelque chose qui passe. Pour moi, la conscience est là-dedans. Attends, mon ami Luc, juste un point, parce que du point de vue de la science, tu sais que la conscience est plurielle. Tu as la conscience morale, la conscience éthique, la conscience neurologique chez les comateux. Enfin, c'est vraiment une galaxie, la notion de conscience. Mais tu vas poser ta deuxième question. Mais ce qui nous intéresse ici, j'ai envie de dire que c'est la conscience réflexive. Et je vais plus loin. Je pense que ce qu'on essaye de montrer dans le cycle sur la conscience,
c'est que la conscience réflexive, c'est aussi la conscience de la conscience. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui vibre très haut, hein, dans le monde plus grand. Mais tu as une deuxième question. Donc la deuxième question, je la répète, c'était est-ce que dans votre expérience, vous avez pu constater des contacts entre des personnes vivantes et des personnes que ces personnes n'avaient pas connues alors qu'elles vivaient, genre un ancêtre lointain où je disais, si je pouvais imaginer de me mettre en contact avec Albert Einstein pour lui demander s'il pensait toujours que la relativité généralisée était valable. Alors oui, enfin c'est possible. Hein. D'ailleurs, Patricia Daré, qui est une médium connue française, elle aurait parlé avec Napoléon. Et puis il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, un Belge, je crois, qui parlait de communication avec la veuve Delpech et Tesla, je crois. Donc effectivement, on connaît ça. Maintenant, moi personnellement, c'est pas tellement quelque chose que je fais parce que je demande vraiment des gens que les gens connaissent. Maintenant, j'ai une tante. Et cette tante, elle a 92 ans maintenant, et elle a adoré, elle venait sans arrêt me consulter. C'était un peu son petit truc, je sais pas, j'ai fait des dizaines de consultations pour elle. Et elle me disait qu'elle avait le sentiment d'avoir un lien avec un pianiste qui avait vécu au siècle passé. Enfin, au siècle d'avant, encore maintenant, on est en 2000 et quelques. Et elle disait, mais je sais pas, je lis ses livres, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et pour elle, mais juste pour elle, j'avais fait une consultation et j'avais vraiment l'impression que, comment dire, que leur lien était plus ancien que ça, mais voilà, je savais pas trop quoi dire. Mais en tout cas, quand il est venu, moi je le connaissais. Je connais pas grand-chose en musique classique. Je suis vraiment désolée. Hein. Vous allez vraiment, je suis sûre que je vous déçois en vous disant ça. Mais en fait, quand j'ai eu ce monsieur, j'ai pu donner des informations sur la musique classique que moi je connaissais pas. Donc pour moi, j'étais vraiment en communication avec lui. Et elle a pu tout vérifier parce qu'elle connaissait bien son histoire. Voilà. Mais je l'ai fait dans ce cadre-là. Pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En général, j'ai vraiment fait ça pour elle parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Luc, tu viendras en avril parce qu'on aura une conférence sur l'hypnose et il y aura un chapitre sur l'hypnose régressive, donc sur les vies antérieures et la documentation qu'on a là-dessus. Mais on continue. Alors, il y avait des questions en haut, Didier. Non, encore une dernière question en bas. On y va. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions en bas? Alors, il y a une dame qui a... faut lever la main, madame, sinon je donne l'impression que je vous privilégie. Mais en l'occurrence, vous avez profité du fait que j'étais à côté de vous pour lever la main. Donc je vous donne le micro. Merci, bonsoir. Merci pour une petite, très courte question. Vous êtes dans un hôtel. Il y a un incendie dans la région. Vous avez votre enfant tout petit à côté et la lumière s'allume, vous allez l'éteindre et ça dure longtemps, ce geste. Elle se rallume, etc. Et j'entends très précisément l'injustice de ces incendies. Une mère avec ses enfants qui dit c'est injuste, on nous a laissés abandonnés, etc. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? J'ai une culpabilité terrible, je porte une culpabilité terrible à ce propos. Et j'ai pas tout compris, je suis désolée. Vous parlez d'enfants décédés dans un incendie? Je parle d'une expérience. Je suis dans un pays étranger, dans un hôtel et dans la région, tout près. On sent l'incendie. Il y a un énorme incendie dans les villages alentours. Je sais ça. Voilà, c'est la nuit, on va dîner. On rentre dormir. J'ai mon fils à côté, c'est un petit garçon qui a 5-6 ans. Et la lumière s'allume sans cesse. Elle s'allume, je vais l'éteindre, je reviens assise, essayer de dormir, la lumière s'allume, je crains pour mon fils, et finalement je parle et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Et une voix intérieure me dit, et je vois la personne, ses cheveux, etc., parce que moi je vois plutôt, et elle me dit, c'est injuste ce qui se passe, on a été enfermés, on n'est pas venu nous sauver,
et je sens cette douleur terrible de cette mère. Qu'est-ce que je fais ? Donc vous avez fait une expérience personnelle de type médiumnité, c'est ça que vous dites. Oui, et puis ça vous préoccupe parce que vous dites, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Donc c'est une expérience spontanée dans le fond. Oui. Hein ? Oui, alors, ce que vous faites, je ne peux pas dire, mais en tout cas, vous avez eu visiblement une sorte de contact. Donc déjà, c'est peut-être de valider ça. Maintenant, effectivement, si quand on avait des contacts, on pouvait... c'est bien, peut-être qu'on peut sauver le monde. Enfin, des fois, ça peut être des préconitions, puis il y a quelque chose qu'on peut arrêter. Là, visiblement, je comprends que c'est fortement injuste parce que vous avez rien pu arrêter. Et effectivement, des fois, quand on a ces contacts et qu'on peut rien faire, souvenez-vous, quand je vous ai dit au début, j'avais des messages, et puis j'avais des gens qui me donnaient des messages, mais que je pouvais pas donner parce que je connaissais pas les gens. C'est vrai que c'est pas juste. Et là, je peux qu'abonder dans votre sens. Maintenant, ce que vous en faites, je sais pas, madame. Est-ce que vous, fort de ça, vous avez envie de développer ça, d'aller dans des cours et d'un peu mieux comprendre comment ça se passe? Peut-être que ça va vous amener sur une voie. Au niveau de la justice, j'ai pas de réponse. C'est vrai. D'ailleurs, pourquoi des gens meurent? Pourquoi des gens jeunes meurent? Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, ils me disent, mais c'est injuste. Et même les défunts qui sont dans l'au-delà, qui sont des fois décédés tôt, ils me disent, on n'explique pas. Et j'ai pas toutes les réponses, malheureusement, là-dessus. Ouais, c'est vrai. On passe maintenant peut-être à une question au niveau du balcon. Merci. Bonsoir. En fait, ma question est la suivante. Il y a quelques années, j'ai eu une expérience en rendant visite à un médium. Et puis à l'époque, pour trouver un médium, il fallait vraiment connaître les gens. Les numéros de téléphone se passaient sous le manteau. C'était vraiment très difficile. Mais cette expérience, elle était vraiment très enrichissante parce que le médium m'a demandé de mettre mon iPhone sur la table, de l'enregistrer. Et j'ai été vraiment bluffé. Ce qui a ouvert en moi quelques questions. Je dois aussi dire que je suis de formation scientifique, mais l'un n'exclut pas l'autre. On peut être ouvert à plein de choses. Maintenant, ce que je remarque, c'est que la médiumnité, il y a une forme de banalisation de la médiumnité actuellement. J'essaie de retrouver des informations, il y en a plein le web. Je commence moi-même une formation prochainement. Donc, c'est extrêmement facile d'être formé. Aujourd'hui, ma question arrive, c'est que avec la facilité avec laquelle il est possible de devenir médium aujourd'hui, je comprends pas que à chaque coin de rue on n'ait pas une petite casemate avec un médium devant. Comme vous l'avez expliqué, on peut le trouver en Angleterre où on paye 5 pounds et puis on a ce qu'on veut. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Enfin, je veux dire, comment c'est possible? Alors, c'est vrai que, n'importe qui peut se former en médiumnité. Je veux dire, vous allez dans des cours, il y en a pléthore. Et puis, évidemment, n'importe qui peut apprendre à nager. Maintenant, pour devenir médium professionnel, vous devez quand même réussir à donner des messages et que les messages soient justes, que les gens soient reconnus, vous devez donner des informations sur quelqu'un qu'une personne puisse reconnaître. Donc ça, il faut pouvoir le faire de manière systématique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et aussi, je veux dire, il faut pouvoir donner les messages d'une manière qui soit respectueuse et compréhensible pour l'autre. Et vous voyez, donc ça s'inscrit dans une relation d'aide, ça s'inscrit dans une éthique, et ça s'inscrit dans une formation. Et je dirais que tout le monde peut donner des messages, mais le faire de manière professionnelle tout le temps, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je crois que c'est un métier difficile, parce que, comme je vous ai dit, la plupart du temps, et pour la vaste majorité, on réussit à faire notre travail. Et ce qui est le plus difficile en médiumnité, c'est quand on n'arrive pas à le faire. Et moi, je dirais qu'il y a peut-être deux fois par année, où il y a quelqu'un qui vient me voir, et j'arrive pas à connecter. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça le fait pas.
Et c'est le truc le plus dur pour un médium. C'est-à-dire que quand ça arrive pas, vous avez envie de vous faire harakiri avec une fourchette, vraiment quoi. Il y a vraiment quelque chose, c'est difficile. Et en tant que médium, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça aussi, je pense que peut-être les gens au début, ils ouvrent, ils se mettent de manière enthousiaste, et puis après ils voient que c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup d'attentes des gens qui viennent. Comment dire, il y a quand même beaucoup de souffrance. Il faut quand même être formé à la relation d'aide d'une certaine manière. Donc c'est pas un métier si simple que ça. Donc si vous allez voir un médium, c'est important déjà de demander aux gens s'ils en connaissent un qui est bien. Et puis surtout quand vous êtes en face de la personne, de garder votre sens critique. Ce que j'ai pas dit, c'est que pour moi, une séance de médiumnité est réussie quand la personne en face de moi, elle garde son sens critique. Et c'est important. Effectivement, il y a un médium, il peut faire des erreurs de traduction, donc il faut aussi garder son sens critique par rapport à ça. Donc oui, il y a évidemment, on en parle beaucoup plus maintenant, il y a peut-être des gens qui disent « Ah super, je vais faire ça », mais en fait c'est pas si simple. C'est aussi un métier, quand vous travaillez comme médium, il faut avoir des gens qui viennent vous voir de manière régulière, donc il faut quand même avoir une certaine notoriété, sinon vous en vivez pas. Donc il y a tout ça, vous voyez, souvent les gens ont pas mal de cordes à leur arc. Moi j'ai la psychothérapie, je fais pas uniquement médium à 100%, je fais plus de psychothérapie que de médiumnité d'ailleurs. Et mes amis médiums, ils font souvent aussi d'autres choses. Ils font de la guérison, ils font des massages ou d'autres choses. Ils sont déjà dans d'autres métiers. Parce que pour être médium professionnel et travailler à 100%, c'est vraiment, je veux dire, il faut avoir beaucoup de monde. Oui? Tu es très rassurante. Moi, ça me frappe parce que tu nous racontes des choses incroyables, puis en même temps, tu es complètement professionnel. Je trouve ça, c'est un peu bienvenu au club, parce que moi, comme psychiatre, j'ai vu quand même beaucoup de fous, puis je suis quand même assez fatigué le soir aussi. Voilà. Puis des fois, il y en a qui se flinguent quand même, et puis c'est quand même un échec aussi. Voilà. Bon. Alors, on continue la discussion. Est-ce qu'on a encore une question au balcon? Oui, une dame au balcon. Ah, excusez-moi, une autre dame au balcon. Bonsoir Brigitte, merci beaucoup. J'aurais pas dû être là ce soir parce que pendant une semaine, j'ai cherché des billets, c'était complet. Et dimanche soir, je les ai reçus par email. Je connais pas la personne. 2 billets. Et je suis ravie d'être là parce que je suis aussi psychothérapeute, mais je suis d'abord médium, en fait. Et je suis médium depuis l'âge de 4 ans. Et tout ce que je fais aujourd'hui auprès de mes patients, j'ai jamais pris de cours. J'ai été formée. Et en fait, quand je reçois des informations, soit je les mets par écrit, j'ai publié mon premier livre, soit je les délivre aux patients qui sont prêts à les entendre. J'oublie 80% de ce que je dis. Alors moi, j'ai pas vraiment de questions, mais j'ai envie de parler avec vous tout à l'heure. Okay. Merci, merci pour ce partage. Alors, on a fini pour les questions en haut, Didier. On a encore une personne en haut, et je repasserai ensuite au parterre. Puis on redescend après, oui. Bonsoir, merci. J'ai juste une question par rapport entre la médiumnité et puis les VSCD, parce que vous n'en avez pas du tout parlé ce soir. Est-ce que, pour vous, c'est comment la même chose? Est-ce que, il y a des choses qui sont très apparentées? La médiumnité est, j'ai pas compris. Les VSCD. Vous pouvez donner la définition complète, s'il vous plaît? Oui, c'est les messages qui sont délivrés, à des gens qui viennent, en général, qu'on reçoit lorsqu'on a quelqu'un qui vient de mourir autour de soi, et puis on peut avoir tout à coup un message qui vient, et puis en fait c'est un terme que Christophe Fauré, parce que vous l'avez cité tout à l'heure, en fait on parle, on voit on sait que de plus en plus de gens en fait ont ces expériences-là lorsqu'un de leurs proches est décédé. Et puis moi, en fait, ma question c'était, est-ce que, pour vous,
ce que vous faites, est-ce que ces messages, enfin, quand les gens reçoivent des choses un peu, enfin, qui sont spontanées finalement, est-ce que c'est la même chose? Alors, oui, c'est la même chose d'une certaine manière, évidemment. C'est-à-dire, je vous ai parlé de la communication spontanée, c'est ce que j'ai présenté, c'est l'autre appellation. Effectivement, c'est un peu la même chose. Maintenant, ce que je vous disais, c'est que ce qui est des fois difficile, et déjà ça l'est pour les médiums, c'est la traduction. Donc, on peut avoir des messages spontanés. Et souvent, ces messages spontanés sont simplement un sentiment de présence ou de comprendre que la personne vous dit qu'elle va bien ou des choses comme ça. Mais des fois, ce qui est plus compliqué dans les messages spontanés, c'est vraiment d'avoir une communication plus élaborée. Vous voyez, et ça peut être compliqué. Mais la communication spontanée, elle touche une personne sur deux. Donc évidemment, c'est courant. Et vous l'avez dit, c'est souvent quand une personne vient de décéder. Donc et ça, c'est plus courant, effectivement, on le sait. J'ai répondu à votre question? Oui, tu as répondu positivement en disant que c'était du même ordre. C'est ça. Alors, encore des questions. Maintenant, c'est le parterre. En haut du parterre. Après, il y aura en bas du parterre. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Je voulais juste rebondir sur la réflexion du monsieur au sujet de pourquoi il n'y a pas des médiums à tous les coins de rue. Je voulais apporter peut-être une petite vision à ce sujet-là. Parce que je pense que la médiumnité, c'est d'abord un service à l'autre, la médiumnité professionnelle. Et en fait, on ne pourrait pas tous faire médium, parce que sinon on n'aurait peut-être plus de boulanger, de pâtissier, de choses comme ça. Enfin, je veux dire, en fait, chaque personne professionnellement apporte quelque chose à l'autre. Et juste pour pas désencourager à faire des formations là-dedans, etc., je pense qu'il faut distinguer la médiumnité professionnelle, où on apporte un service à l'autre, et la médiumnité qui est plus personnelle, où là on va avoir tout ce qui est intuition, contact avec nos défunts, avec nos guides, etc. Et ça, on l'a tous. Donc là où on dit que tout le monde a sa médiumnité, c'est pour soi. Mais la médiumnité on entend un message, faut aller dire à cette personne tel message, ça, ce sera pas la tâche de tout le monde, parce qu'on n'est pas tous venus sur Terre pour faire cela. Voilà, c'était juste ça. Et ma question pour vous, plus pratique, c'est est-ce que le SNU, il a un lien avec le Arthur Finlay College? Répétez la question. Oui, le SNU, c'est... Pas d'abréviation, s'il vous plaît. Mais c'était pas ce que vous aviez mis sur... Si, c'était ça. Le SNU. Le SNU, la formation en Angleterre que vous avez faite. La SNU, oui, la Spiritualist National Union, pardon. Je voulais savoir si elle avait un lien avec le Arthur Finlay College ou si c'était vraiment deux choses différentes. Exactement, le Arthur Finlay College appartient à la SNU. D'accord. Oui, tout à fait. Okay. Oui, c'est bien, c'est tout à fait ça. Voilà, oui. Ça, c'était ma question. Sinon, c'était oui, juste le Arthur Finlay College, pour ceux qui connaissent pas, c'est une école de médiumnité en Angleterre. Et effectivement, vous pouvez y aller. Ils offrent des cours à la semaine, donc on peut aller et puis suivre des semaines avec eux. Mais quand on fait une formation comme je l'ai faite avec la SNU, c'est pas là-bas. C'est vraiment une autre formation où là, on vous teste. D'accord. Alors que vous n'êtes pas forcément testé au Arthur Finlay College, vous prenez juste des cours. Merci beaucoup. Il y avait une question au premier rang, si on revient en bas. Sinon, il y a encore une question de parterre. La madame ici, voilà, premier rang. Ah, il y a deux premiers rangs. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je vois la médiumnité d'une manière peut-être beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive, j'ai envie de dire, simplement par l'ouverture du cœur et de l'écoute de ce qui se passe. J'ai eu l'occasion de partager des séances avec des personnes comme vous, du côté du Valais. Et je dois dire que les messages qui sont arrivés ne viennent pas forcément de la famille, mais aussi de beaucoup d'autres personnes qui sont très loin de la famille. C'est vraiment très, très agréable. Je dois dire que je suis très étonné depuis 20 ans, c'est de voir que la médiumnité s'ouvre beaucoup. On en entend beaucoup plus parler et on en parle très ouvertement. Et en même temps, parallèlement à ça, le monde va de plus en plus mal avec des guerres, avec des gens qui prennent en otage tout un pays avec un vaccin, avec des tas de choses comme ça. Donc, comment ça se fait qu'on a toute cette différence-là qui se passe de manière très paradoxale?
Si j'avais une réponse, alors vraiment là, je peux pas répondre. Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, il y a pas de lien entre une médiumnité qui s'ouvre et un monde qui va plus mal. Vous voyez. En tout cas, moi, je fais pas le lien. Moi, je suis plutôt à essayer d'imaginer que on peut peut-être aider ce monde qui va plus mal avec des messages tels que les messages de la médiumnité ou des messages de la spiritualité. Et peut-être que le monde va moins bien parce qu'on perd aussi cette spiritualité. J'ai entendu dernièrement qu'on disait que voilà, les gens se sentent moins reliés. Vous voyez, il y a moins cette idée qu'on est reliés les uns aux autres. Et c'est peut-être ce qui explique que le monde va plus mal. Je sais pas, hein. Mais en tout cas, pour moi, la médiumnité est plutôt un message de connexion. Viktor Frankl, un psychanalyste contemporain de Freud, est parti à Auschwitz. Sa femme enceinte, son frère, sa sœur et ses parents étaient gazés. Puis il étudie le camp avec la psychanalyse et il en tire la conclusion que l'humain a une volonté de sens et de lien et que si on refoule la spiritualité, on produit une névrose de civilisation dont le symptôme est le vide existentiel. Donc je crois qu'il y a un rapport direct entre l'accès à la spiritualité des humains et la santé du monde. Et dans ce sens, j'ai beaucoup aimé ton message d'espoir sur, dans le fond, cet amour qui nous accompagne. Je fais une toute petite parenthèse. On a quelques amis qui sont dans les psychédéliques et qui voient des choses. Et ils pensent qu'on est aussi accompagné par un monde plus grand. Alors, certains d'entre eux disent que c'est des extraterrestres. Alors, bon, d'accord. Moi, j'en ai hospitalisé pas mal qui voyaient des extraterrestres. Mais enfin, bon. Après, quand ils disent que c'est des anges, on les hospitalise déjà moins facilement. Non, mais je pense que votre question est très importante. Le monde va mal et je crois qu'on a besoin d'un monde plus grand pour se sortir du cadre, n'est-ce pas? Et je pense que s'il y a une mondialisation, c'est seulement dans le cadre d'une spiritualisation. C'est le message du Dalai Lama, du pape François et de tous les gens qui disent encore des belles choses aujourd'hui dans ce bas monde. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présentation. J'étais sensible à la clarté de votre voix. J'ai entendu souvent dans le centre taoïste Mingshan, avec Fabrice Jordan, dire que les médiums très souvent, enfin sans vouloir être intrusive, mais les médiums très souvent ont subi des traumatismes, qui a eu comme une rupture avec le réel. Et je voulais avoir votre avis à ce propos. Ouais. Merci pour cette question. Effectivement, ce qu'on sait en tout cas, c'est que les gens qui sont sensibles ou qui ont une grande sensibilité ont souvent subi des traumatismes. Donc je dirais pas le lien direct avec la médiumnité, mais je dirais le lien avec la sensibilité ou l'hypersensibilité. Donc et puis tous les médiums sont hypersensibles. D'ailleurs, maintenant, je donne aussi des ateliers sur comment gérer sa sensibilité et tout ça. Pourquoi ? Parce que je me rends compte justement quand les gens avancent sur le chemin de la médiumnité, on travaille cette sensibilité, on travaille à l'exacerber, et puis c'est pas plus facile parce que du coup il y a plus d'émotions, il y a plus de ressentis. Et il s'agit, quand on est sur ce chemin-là, de prendre encore plus soin de soi. C'est pour ça que là il y a ce pont avec la psychothérapie, parce que c'est vraiment ça, hein. Et d'ailleurs dans les écoles de médiumnité, on voit des fois des gens qui évoluent, leur médiumnité évolue bien. À un moment, il y a un espèce de plafond, et des fois, pas toujours, hein, ce plafond vient du fait que ils ont besoin de travailler sur eux-mêmes. Et pour moi, c'est primordial. Moi, je continue en tant que psychologue à me former, à faire du travail sur moi. Je crois que c'est le travail d'une vie, mais comme la spiritualité, et que vraiment on a ce besoin-là. Parce qu'effectivement, si les gens deviennent plus médiums, travaillent plus sur leur sensibilité, là peut-être, vous m'avez parlé du monde qui va moins bien, mais effectivement, ces gens-là, ils ont encore un peu plus besoin de prendre soin d'eux et de travailler sur eux-mêmes et leurs liens avec les autres. C'est vrai que ça va l'un avec l'autre. Merci infiniment, Brigitte. C'était magnifique. Je crois que tu as répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a une dernière? C'est vraiment la dernière, alors? C'est la dernière. C'est promis juré? Merci encore. Bon, alors on y va. C'est la dernière. Atavisme et médiumnité. On n'a pas compris. Atavisme et médiumnité. On n'a pas compris, on est trop loin. Atavisme. Atavisme. Oui.
et médiumnité. Atavisme. Ah bon. Alors, je suis désolée, il va falloir que vous m'expliquiez parce que je connais pas. Est-ce qu'il y a des familles de médiums? Pardon? Est-ce que la médiumnité, est-ce que c'est un don? Vous parlez d'école, mais est-ce que c'est un don aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert, pourquoi pas, d'ancêtres? Est-ce que vous connaissez des familles de médiums? Ah, d'accord. Ok, merci. Merci pour la clarification. Alors, la médiumnité est un don. Je veux dire, c'est un don qu'on a tous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, vous êtes en train de poser la question de est-ce que ça se transmet? J'ai vu des patients qui avaient une sensibilité, une certaine médiumnité, puis ils avaient des gens dont les grands-parents ou des gens où c'était déjà dans leur famille. Effectivement, on peut bien imaginer. Et d'ailleurs, un des grands médiums anglais, Gordon Higginson, avait sa maman qui était médium. Et quand il était petit, il était mis en plateforme. À 12 ans, il était déjà en plateforme. Il avait une médiumnité incroyable. Et donc, vous voyez, c'est difficile de répondre à la question de la poule et de l'œuf dans ce cas-là, parce que est-ce que c'est un gène qui se fait transmettre ou est-ce que c'est de voir quelqu'un qui fait de la médiumnité et puis on est soumis à ça? On peut bien imaginer qu'il y a quand même des lignées, c'est juste. Hein. Alors cette fois, c'était la dernière question. Merci infiniment Brigitte. On peut que te féliciter. On va repartir plein de rêves et de questions. Merci beaucoup. Et puis, si jamais je serais au bar, alors, je vais donner quelques informations. Alors, Brigitte va rester dans le foyer. Elle va dédicacer les livres pour ceux qui ont acheté son bouquin. Il est 20 balles à la caisse. Elle en a amené plusieurs dizaines, donc il y a un petit peu de stock. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le cycle sur la conscience continue. En avril, c'est Virna Signorelli qui va venir nous parler d'hypnose et spiritualité. Ça va être vraiment aussi du même tabac. Et puis, en mai, on aura Jérémy Narby, l'anthropologue bien connu, qui viendra parler du chamanisme aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire encore une dernière chose avant qu'on... Ouais, alors les dates, tu regardes sur le site des terreaux. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette salle, cette église, doit se mettre à jour sur le plan de l'assurance incendie, des sièges, des rideaux, etc. Et nous allons fermer une saison. Donc la saison 2024-2025 est une saison fermée. Il n'y aura plus de terreau et on reprendra la saison suivante. Mais l'association Cèdre Réflexion va survivre avec la suite du cycle sur la conscience au Casar, qui prendra le relais et nous aurons vraisemblablement 5 orateurs et oratrices hors pair de niveau international qui vont continuer sur la conscience. Vous allez être décoiffés. Ouais. Alors, pour savoir ce qui va se passer dans la saison 2024-2025, nous avons mis une petite liste. Vous mettez votre nom et votre adresse email et on vous tiendra au courant. Vous n'avez pas besoin de remplir la petite liste si vous êtes membre de cette réflexion parce que vous recevrez automatiquement les informations. Mais si vous n'êtes pas membre, vous mettez votre email sur le papier à la sortie à côté du livre d'or. Et puis par ailleurs, je vous signale qu'il y a un bar magnifique au foyer. Hein. Vous pouvez boire un verre avant de partir, hein, parce que moi je suis addictologue aussi, et donc voilà. Ceux qui boivent trop, c'est ceux qui boivent plus que moi. Allez, merci beaucoup. Profitez de ce débriefing au foyer et à la prochaine en avril. Bonne soirée. Brigitte.